Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. On est au début du mois d'août. C'est un peu la période en général du grand calme estival, en tout cas du côté des maisons d'édition françaises. C'est ça. Non, on n'est pas en train de faire un remix du podcast, mais donc c'est souvent la pause où il y a pas trop de publications, pas trop d'annonces, même s'il faut quand même tout doucement préparer la rentrée. Et en tout cas, les vacances, c'est toujours un terme proscrit par ici, donc on continue de faire nos podcasts à un rythme régulier et soutenu. De quoi vous rappeler que si vous appréciez ces émissions, vous pouvez tout simplement soutenir le podcast. Alors, vous pouvez partager les émissions sur vos réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez également commenter sur notre site, mais aussi j'ai remarqué que sur l'application Spotify, vous pouvez laisser des commentaires, parce qu'il y a une option qui est automatique chez nous, qui est juste qu'avez-vous pensé de cette émission. Donc vous pouvez aussi mettre des petits commentaires tout sympas sur Spotify, et moi après je m'occupe de les valider s'ils sont gentils, bien entendu, puisque si c'est pour dire que la dernière blague, le dernier jeu de mots alimentaire n'était pas bien, eh bien je ne validerai pas. Désolé. Bah voilà. D'ailleurs, Corentin, tu es là, salut. Vous pouvez laisser une opinion seulement si elle est enthousiaste. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Effectivement, voilà. Parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut quand même être un peu clair avec le monde. Oui, c'est ça. Non, après, vous pouvez nous chier dessus aussi, mais bon, c'est quand même moins sympa. Sachez qu'on est des êtres humains, donc c'est un petit peu moins sympa. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que vous pouvez également soutenir de ce côté-là. Et puis, ma foi, eh bien, il y a aussi notre page Tipeee qui est ouverte H24 et sur laquelle vous êtes toujours 130 et quelques à nous soutenir pour nous permettre de faire ces podcasts sur le long terme. Alors, déjà, merci. Oui. Et un petit coucou et merci particulier à Yann Brugman et Jules, qui sont nos derniers contributeurs à date. Donc vraiment merci à vous de nous permettre de continuer à faire cette aventure. Un petit mot aussi au passage, on reviendra avec plus de détails là-dessus, mais le 16 septembre, pour celles et ceux qui sont sur Paris, en région parisienne, réservez votre soirée, puisque on essaie de préparer quelque chose en présentiel. Donc voilà, en plus c'est le Batman Day, donc vous aurez certainement des activités à faire en journée. Donc vu que vous êtes de sortie, ne rentrez pas chez vous le soir. On revient là-dessus très très vite sur nos réseaux sociaux. En plus, c'est ton anniversaire. Donc sur nos réseaux sociaux, sur le site et tout ça, on vous tient informé, mais marquez-vous déjà la date dans votre petit calendrier. Ceci étant dit, Corentin, alors on va commencer tout de suite. Oui. On va commencer tout de suite avec la partie comics. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de financement participatif qu'il y a en ce moment chez Comics Initiative, qui s'appelle Abyss, une nouvelle création originale qui devrait plaire aux amateurs de Joe Madureira? Oui, tout à fait. Alors Comics Initiative, comme on le sait, ne fait pas qu'adapter et traduire des comics produits aux États-Unis, mais développe aussi un front de création originale fait depuis la France. Donc voilà, c'est là que vous retrouverez le Foxboy de Laurent Lefebvre, dont on a déjà plusieurs fois parlé, enfin surtout Arnaud d'ailleurs. Le Paria aussi, le Paria, Boris Bozlin et Tony Mario. Le Conte du Givre, enfin plein de projets super intéressants et qui tirent effectivement vers une influence très revendiquée du côté des comics. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet de l'artiste française Snow, S-N-O avec un tréma, qui avait déjà fait un crowdfunding il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, qui là revient pour un projet de fantasy noire qui s'appelle donc Abyss, et dont le caractère distinctif, c'est que ça ressemble beaucoup à du Joe Madureira. C'est assumé, c'est revendiqué. Si vous allez voir le Twitter de Snow, elle est carrément dans cette catégorie de geeks qui aiment bien les jeux japonisants, qui aiment bien les esthétiques à la Capcom, tout cet héritage, toutes ces influences. Et effectivement, il y a clairement une envie d'avoir appris à dessiner comme Madureira, qui, voilà, dès les premières pages, vous reconnaissez l'héroïne de Battle Chasers. À tel point d'ailleurs que dans les contreparties, alors je sais pas si elle est déjà épuisée ou pas, mais il y a des commissions Battle Chasers. Il y a effectivement une des commissions Battle Chasers. Ceci étant, au niveau de l'emploi des couleurs, c'est très différent parce que Battle Chasers ressemble vraiment à un artbook de jeu Capcom. Là, c'est quand même des couleurs très descendues, c'est des nuances de noir et de vert des quelques pages qu'on a vues. Mais ça a l'air super sympa. Alors eux le vendent un petit peu comme une sorte de Dark Souls, dans un monde où en fait la mort a disparu et où une héroïne va devoir aller chercher la mort parce qu'elle obtient un peu ses pouvoirs sans le vouloir. Voilà, un pitch qui, j'imagine, si on est fan effectivement de ce genre d'imaginaire, peut être assez intéressant. Alors, à ton avis, Corentin, est-ce que j'ai participé à la campagne ? Je pense que oui. Oui. Après, tu participes un peu à beaucoup de campagnes, donc. Non, pas tant que ça. Non, parce que mon budget est aussi limité comme tout le monde, et surtout que j'essaie de soutenir un petit peu chaque mois, alors que ce soit Comics Initiative, Bliss.
faire un achat chez Achilleos ou chez d'autres maisons d'édition indépendantes, j'essaie de contribuer effectivement à ma petite échelle. Mais là, par contre, effectivement, j'ai vu les planches et effectivement, il y a eu le mot-clé Dark Souls qui fait que... Donc ouais, c'est pas compliqué. Voilà. Si vous voulez faire n'importe quel crowdfunding, même si ça n'a rien à voir avec Dark Souls, mettez Dark Souls dans la description. Oui, après j'ai des Arnaud yeux. vous prend la plus haute des contributions. Après, j'ai des yeux, je sais lire aussi. Donc, si je vois qu'il y a marqué Dark Souls, mais que fait c'est des planches avec plein de petits chats, eh bien, je ne contribuerai pas. Ce serait intéressant de faire un comics de Dark Fantasy avec des chats. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? C'est possible en vrai. Continuons. Tu peux tout faire avec des animaux. Oui, quelque part, les de la guerre Mouse Guard, c'est avec des souris, mais voilà. Tout à fait. Ça s'en rapprocherait. Très bon exemple. Je crois qu'il y a des chats dans Mouse Guard occasionnellement. Mais donc ouais, voilà, c'est un petit projet de création originale française qui tire sur les bonnes influences. On est content. Ouais, très content. Les planches sont vraiment très chouettes. Moi, j'aime beaucoup cette tonalité justement très pas glauque, mais un peu morbide, un peu morose en fait, qui donne vraiment la tonalité à cela, sachant que le concept effectivement, justement, quand on parle de Dark Souls, dans lequel en fait la mort est une mécanique de jeu plus qu'un échec du jeu, c'est vraiment une mécanique à part entière. Et donc quand tu vois que dans ce style d'univers en fait la mort aurait disparu, tu peux même t'imaginer putain mais en fait ça devient quoi Dark Souls si la mort a disparu. Tu perds un vrai jeu. Tu perds Nick ta race. Tu perds beaucoup de choses et donc voilà, ça arrive plus tard dans l'année. Je crois qu'attends, ils ont prévu je me rappelle plus pour quand c'est censé sortir, décembre 2024. Oui, ouais, donc ouais. c'est loin en fait. Non, mais elle a juste commencé à travailler dessus. Bien sûr, pareil, sur son Twitter, vous pouvez voir les planches qu'elle a, les design qu'elle faisait encore en début d'année. Donc c'est un projet qui est assez récent. Il est déjà financé à 100%, mais on se rappelle que l'objectif des campagnes de financement participatif n'est pas d'atteindre les 100%, mais plutôt les 200, les 300, les 400%. Ouais. Tout ce que vous pouvez faire en plus, c'est des qualités qui se rajoutent à l'album, des interviews, des croquis, des recherches, une couverture en rigide, et aussi l'assurance que l'éditeur pourra amplifier la distribution et éponger la part que prend la plateforme et les taxes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et il reste quoi, une vingtaine de jours Une vingtaine de jours, alors on enregistre ce podcast où on le mettra en ligne dans la foulée, donc ouais c'est ça, une bonne vingtaine de jours et franchement c'est validé, c'est recommandé et on a hâte que ça voit le jour, même s'il faudra se montrer patient, on sera là d'ici un an et quelques pour vous en reparler. On va aller interviewer Snow, comme ça tu pourras lui parler de Dark Souls, de jeux très durs qui n'ont pas de fin. Bien sûr qu'ils ont des fins. Tu vas les finir, c'est impossible, c'est trop dur. Mais pour les casuals comme toi. Allez, le petit discours élitiste de JV, on en parle, mais surtout, on va parler de Madman qui revient à la rentrée chez Huggin et Munin. Donc Huggin qui continue de développer son pôle comics avec à la fois des créations indépendantes, des nouveautés, on va dire, enfin des créations modernes comme Ice Cream Man, The Silver Coin, Philadelphia, dont on vous avait parlé dans un Back Issues il y a pas si longtemps, mais aussi donc à la rentrée il y a un grand événement chez Huggin Munin, c'est le retour de Sin City avec le retour de 300 également dans différentes éditions et l'annonce qu'ils ont fait de toute façon de continuer à développer aussi les futures créations de Frank Miller avec la suite de Sin City, mais aussi on espère les autres titres de Frank Miller Presents, Ronin 2 et tout ça, mais en dehors de ça, également, à la rentrée, Madman de Michael Red qui revient pour le 2e tome de l'intégrale qui propose notamment des crossovers avec du Hellboy, par exemple. Oui, tout à fait. Et effectivement aussi le personnage de Big Guy qui est présent dès la couverture. Donc Big Guy and Rusty the Boy Robot qu'on a évoqué récemment dans un Back Issues. Je suis désolé, les pollens sont revenus et m'attaquent la gorge en ce moment même. Donc Madman, oui, c'est la création vedette un petit peu de Michael Red, qui est un artiste psychédélique qu'on a peut-être pas si évoqué tant que ça en fait parce que Arnaud n'aime pas les comics mais c'est pas vrai, en plus on en a parlé plein de fois. Oui, je sais qu'il a fait donc Ecstatix Excellent, Ecstatix, il a fait des X-Ray Robots, il y a beaucoup de X dans ses comics, puis le meilleur Silver Surfer avec Dan Slott, quoi. Tout à fait. Les couvertures de la série Before Watchmen, Silk Spectre, enfin c'est un artiste vedette en fait qui a récemment fait du Superman d'ailleurs avec Mark Russell, super pairing. Donc voilà, c'est ça vraiment, c'est son grand projet, c'est un héros qui représente vraiment l'esprit un peu fou des comics indés de la grande époque. Madman qui est même présent d'ailleurs dans Crossover de Donny Cates aussi, ouais. C'est un twist génial de ce point de vue-là. Donc le reproche que moi j'aurais à faire, c'est qu'effectivement ils avaient annoncé, ils l'ont confirmé depuis, l'intégrale en 12 tomes. Il y a beaucoup de numéros de Madman, en plus il y a beaucoup de mini-séries, il y a beaucoup de crossovers, il y a beaucoup c'est une intégrale qui doit tout réunir un peu à la façon de la nouvelle intégrale Tortue Ninja de iComics, qui doit vraiment compiler la série principale et les à côté. Tout à fait, mais voilà, si c'est un tome par an, ça va faire une série complète en 12 ans. Moi j'ai pas la patience d'attendre 12 ans pour avoir tout Madman.
Mais faut prendre son temps. C'est justement. Mais il y a aussi le risque que, étant donné que c'est un produit qui est un peu, enfin, lisez-le, hein, Madman, c'est vraiment super bien si vous aimez justement la culture beatnik, si vous aimez le rock. C'est quoi, si moi, je vais lire le premier tome et on en reparle dans un back issues pour la venue du tome 2. Même si tu veux faire un thématique Michael Red. Surtout que ouais, j'ai quand même maintenant lu une bonne partie. Ouais. Parce que j'ai fait Ecstatix, j'ai fait Silver Surfer, j'avais lu Forager à l'époque. Faudrait que je le relise parce que c'est un peu plus distant. Et puis j'avais lu iZombie. Ouais, donc voilà, il me reste Madman et d'ailleurs, on peut apprécier que Guinemenin ramène Madman pendant que Urban Comics ne ramène pas iZombie. Mais après, c'est vraiment. Mais non, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus simple de vendre iZombie que Madman quand même. Mais iZombie, de toute façon, t'as loupé le coche de la série télé, donc il y a plus vraiment de prétexte pour le ramener, tu vois. Sauf si Madman avait des volumes de vente exceptionnels, mais c'est pas le cas. Enfin, je crois pas. Oui, non, je pense pas non plus. Tu vois, je pense mais que donc, c'est aussi le risque à courir. C'est sur 12 tomes, il y a aussi la possibilité que si les ventes s'érodent, ce qui est toujours le cas pour les séries, enfin, un tome 1 se vendra toujours beaucoup plus qu'un tome 2 parce que une partie des gens ont aimé, une partie des gens vont continuer. Et puis, sur le long terme, soit les gens vont louper l'annonce d'un album ou perdre le fil, etc. Enfin, bref. C'est le classique. Donc moi, j'ai un peu peur, mais en même temps, ça reste très courageux de la part de Guinemenin qui effectivement fait un bel effort pour ramener beaucoup de comics en France récemment. J'aime beaucoup leur petit logo avec les deux oiseaux. J'aime bien, c'est Guinemenin. Tu nous fais une crise de respiration là? Non, j'ai fait une phrase très longue en fait. Okay, le pollet vraiment m'attaque la gorge violemment. Guinemenin qui sont les corbeaux de Odin. Ça vous intéresse. Voilà. Que vous retrouvez dans la série de jeux God of War aussi. Exactement. Voilà. Et dans toute la mythologie nordique en fait. American Gods de Neil Gaiman. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Donc ça arrive à la rentrée et on vous recommande, c'est recommandé. Autre recommandation, mais qui arrivera un petit peu plus tard et qui s'adresse encore à un lectorat peut-être plus particulier et qui est pas forcément d'ailleurs vous, les personnes qui nous écoutez, parce que ça a clairement percé le plafond de verre du lectorat comics traditionnel, on va dire. C'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris. On avait déjà fait part de la venue, enfin, Fantagraphics avait officialisé que ça arrivait au printemps 2024 chez eux. Et Monsieur Toussaint Louverture, qui s'est occupé de l'édition en VF du premier tome, est bien sûr présent pour le second tome. Je pense qu'ils étaient très impatients de l'éditer puisque ça avait gagné du Fauve d'Or à Angoulême. C'était Grand Prix de la critique ACBD aussi, de mémoire. Tout à fait, absolument. Effectivement, oui, prix comics. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis en train de dire que ça va arriver en France. C'est ça, au deuxième semestre 2024. C'est-à-dire que ils vont mettre les bouchées doubles pour la traduction et pour tout le processus de fabrication. C'est très rapide, hein, parce qu'on a estimé que au plus tôt ce serait entre par rapport. Alors, je pense que ça sortira plutôt vers septembre-octobre, clairement, parce que c'est la période justement des livres de fin d'année pour à la fois anticiper les nominations à Angoulême et aussi parce que c'est les beaux livres, c'est du beau livre. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, c'est un gros pavasse avec un effort d'édition assez. Enfin, c'est un objet qui est assez particulier. Hein. Déjà assez. Ne rentre pas dans la dénomination comics traditionnelle, je pense. Oui, parce que de toute façon, on est sur le secteur du roman graphique indépendant à l'américaine, donc le bouquin qui ne sort pas du tout en single issues. Et Émile Ferris, c'est une autrice qui est arrangée aux côtés des Derf Backderf, de Chris Ware. Oui, parce qu'il y a des thèmes communs dans. Non, mais en termes de auteur indépendant, tu vois, vraiment. Ça, tu vois. Ouais. Et avec un coup de crayon, j'allais dire un coup de stylo. Pour le coup. Stylo bille sur un carnet d'enfant, qui effectivement est passionné par la culture des monstres et qui va découvrir des choses par rapport à ses origines dans les années 60. Là, on passe quelques années, l'héroïne a grandi, sa mère vient de mourir. On continue un peu le narratif qui avait été posé dans le premier volume, avec de nouvelles créatures, parce qu'elle aime toujours les monstres. C'est un petit événement quand même parce que effectivement le premier tome avait beaucoup circulé dans les cérémonies de remise de prix. C'est devenu très vite un immanquable, voire un indispensable de la culture bande dessinée à l'échelle mondiale. Donc là effectivement Toussaint Louverture qui va assez vite pour ramener le tome 2 en français, c'est pas surprenant du tout parce que c'est un des joyaux de leur couronne, on va dire. Donc on peut être assez fier et heureux et impatient de pouvoir mettre les mains dessus sans forcément passer par la VO. Ouais. Et donc, on manquera pas de vous en reparler parce que ce sera assurément un immanquable de l'année prochaine. Hein. C'est très certain que vous allez en entendre parler, comme je disais. Vu que c'est un titre qui a largement percé la barrière du lectorat comics, en fait, vous en entendrez parler aussi largement en dehors de nous.
tout simplement. Donc, et oui, et c'était pas un prix ACBD Comics, hein, c'était vraiment le prix ACBD de la critique, hein, généraliste à l'époque. Donc, c'était vraiment encore plus important parce que le prix Comics est arrivé que l'année d'après, il me semble. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais absolument pas ce que tu voulais dire. Eh ben, on va passer du côté de poser la question. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'on va passer du côté de la VO. Mais oui. Plusieurs faits à aborder. D'une part, des projets annulés chez IDW dans leur ligne Originals. C'est plusieurs auteurs et autrices qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour leur faire part de leur déception. Il faut savoir que la ligne IDW Originals, elle a été initiée au printemps 2022 avec notamment Mark Doyle. À l'édito, donc qui est un grand éditeur, notamment qui a fait les belles heures de Vertigo et de DC Comics il y a quelques années, et qui était notamment pote avec Scott Snyder, ce qui fait que l'un de leurs titres de lancement c'était Dark Spaces Whitefire, donc de Snyder et Hayden Sherman, qui ouvre en fait les lignes de cette anthologie, donc qui est un peu leur paquebot dans cette ligne de nouveaux comics en creator owned. Et en fait, IDW, on l'a vu cette année, c'est pas la joie tous les jours, parce qu'ils ont dû faire une réduction, notamment au printemps, d'effectifs de 40% de leurs effectifs pour se restructurer. Donc, on peut comprendre déjà que, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes, que s'occuper de tous les titres en creator owned, ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qui s'est passé, apparemment, c'est que ils ont fait une vague d'acquisition, que ce soit en licence ou en projet indépendant. Et en fait, la conjoncture fait que avec les manques d'effectifs, avec tout ce qui s'est passé, en fait, il se retrouve techniquement avec déjà 3 ans en fait de planning de publication déjà prêt, sans compter toute une partie des projets à venir. Et en fait, il va y avoir un changement de politique, c'est qu'ils vont devoir réduire la voilure à la fois sur les comics en creator owned, mais même aussi sur les comics de licence. Et du coup, ce qu'ils ont préféré faire, c'est plutôt que de faire attendre des indépendants pendant 3 ans avant de sortir leur bouquin, ils ont dit, en fait, on va en arrêter là. Alors pourtant qu'il y a des projets qui étaient déjà en développement depuis genre 1 an et demi avec des scripts écrits, des pages dessinées, tout ça. Mais ils ont dit on va juste arrêter là pour le moment. Par contre, ce qui est pas cool, mais ce qui est au moins correct, c'est qu'ils leur ont redonné les droits forcément de leur création pour dire vous pouvez essayer. Des choses, vous pouvez quand même essayer d'aller les proposer ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des personnalités du monde de l'édition comme Alex Descampi qui ont dit contactez-moi en DM, je peux vous aider à trouver les bonnes personnes, à vous mettre en relation. Elle a une main chez tout le monde, elle. Parce qu'elle a une main chez tout le monde. Ouais. Et puis ça, elle doit avoir un carnet d'adresses assez sympathique. Et donc voilà, mais du coup, c'est pas des projets qu'on va voir. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas forcément de quoi il en retourne. Il y a une des personnes concernées, Will Robson, qui a montré son projet qui a l'air de se passer dans un milieu maritime ou sous-maritime, puisqu'on voit un paquebot qui se fait crasher avec plein de cadavres à la dérive. Puis après, tu vois d'autres planches où tu vois les cadavres, mais sous l'eau. Donc, j'imagine qu'on est dans un sous-marin, donc ça a l'air un peu sombre. Mais en l'occurrence, le reste des titres, on sait pas de quoi il s'agit, mais ça atteste juste que là, c'est pas la joie encore. Tu sais, on a vu quand même Oni Press qui avait eu des soucis, qui maintenant a l'air d'aller un petit peu mieux. On voit que Aftershock, c'est la grosse galère, et donc chez IDW, malgré l'annonce de l'année dernière qui faisait assez plaisir, en fait, c'est pas forcément la joie. Et en même temps, en fait, il y a eu, si tu veux, ce qu'on commence à comprendre aussi à rebours maintenant, c'est que dans la période là des 3 dernières années, il y avait un peu eu une forme d'explosion de projets en indé. On voyait quand même qu'il y avait plein de choses qui étaient annoncées, mais aussi parce que c'était le début de l'ère du streaming, des plateformes de streaming qui s'achèvent, qui est en train de s'achever déjà, enfin qui est en train de prendre une autre direction, où beaucoup de ces projets-là aussi, on l'a vu notamment chez TKO, chez Aiwa, que beaucoup de ces projets étaient menés avec l'idée en parallèle de pouvoir en faire une IP à proposer à une plateforme de streaming qui était en recherche justement de contenu, puisque c'était vraiment ça, c'était la guerre des contenus originaux à proposer. Et comme il y a une concurrence féroce là-dessus, c'est souvent les éditeurs, on l'avait déjà rapporté à l'époque quand IDW avait annoncé être endetté à hauteur de 24 millions de dollars, qui devaient produire eux-mêmes une sorte de pilote ou de démo test, pour ensuite aller l'emmener au studio, etc. Et c'est vraiment une boîte qui s'est pété les dents très vite à vouloir suivre cette piste qui leur a, je crois, rapporté 3 adaptations, tout est pour tout, puisqu'il devait y avoir il y avait des Lock and Key, October Faction et un autre comics à la con comme ça. Donc en définitive, je veux dire un autre comics pas mémorable forcément, mais qui a fait une série Netflix annulée au bout d'une saison. En définitive, justement, c'était déjà étonnant qu'ils sortent du rouge aussi rapidement entre guillemets, parce qu'ils avaient déjà dû faire des sacrifices à ce moment-là. Et en plus, dans la foulée, l'annonce du plan de Mark Doyle avec tous ces trucs originaux, c'est pareil, c'est t'annonces 8 titres d'un seul coup, il faut payer les équipes créatives sur
une certaine durée. Je sais pas si c'est du creator own ou du creator shared, mais si l'idée c'est de produire des adaptations, il y a moyen que ce soit du creator shared. Donc déjà, c'est effectivement plutôt cool de les laisser partir, alors que dans ces cas-là, l'éditeur est censé avoir une partie de l'usufruit de la propriété intellectuelle. Moi, maintenant, en fait, tu te demandes un petit peu où est-ce qu'ils vont pouvoir aller, parce que Bad ID, ils sont assez protectionnistes par rapport à ceux qui laissent rentrer en interne. Image Comics, j'imagine que c'est pareil, leur calendrier doit déjà être booké. Dark Horse, ça va. Étonnamment, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mauvaises nouvelles de Dark Horse en ce moment. Après Image, ils ont plusieurs labels, il y a Skybound, il y a Top Cow et tout ça, tu vois, c'est GG, donc ils peuvent enfin il y a plusieurs types de propositions que tu peux avoir. Mais après Image, le problème c'est qu'ils récupèrent un peu les restas aussi. Image est dans le tas. Je pense de toute façon il va y avoir de la casse, c'est sûr et certain. Il y en a qui vont pas réussir à retrouver de maisons d'édition ou qui vont être Keblo dans l'idée que DW pourrait dans 3 ans leur refaire un truc. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. Effectivement, le marché indépendant, même si on rapporte régulièrement des créations qui ont l'air très intéressantes, c'est pas un marché qui est aussi sain et porteur que ce qu'on aimerait. Comme tu l'as dit, d'ailleurs on avait déjà évoqué ça au dernier front page, cette recherche de l'adaptation de la série Netflix pour remplir une grille, etc., c'est arrivé au bout d'une logique. Netflix, maintenant ils ont pas besoin de ça. Ils ont plus la place, plus les budgets pour faire comme avant. L'animation, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de secteurs comme ça qui sont en train de prendre la flotte. D'ailleurs, tu te demandes un peu où passe le pognon en ce moment. Je trouve ça assez curieux quand même que plus personne n'ait un rond à investir, que le streaming se après, on est dans un contexte. Pas plus que ça. Ouais, mais après, on est dans un contexte. Enfin, on dit souvent, tu sais, enfin, il y en a eu la pandémie de 2020 et en général, les vraies conséquences, elles retombent plusieurs années après. Donc là, je pense qu'on est en plein dans ce contre-coup et que c'est pour ça qu'on a, en plus, en France, c'est encore particulier parce que l'Europe, il y a aussi une crise avec la guerre en Ukraine. T'as le contexte d'inflation généralisée. En fait, t'as tout un ensemble de facteurs aussi, qui font que, pour tous les secteurs culturels et quelque part dans le monde entier et sur tous les secteurs, littéralement, parce qu'on le voit aussi beaucoup pour le cinéma et les séries télé, que c'est un peu la merde pour tout le monde. Ouais. C'est le capitalisme de fin de cycle. Ouais. Faut trouver une nouvelle. Ouais, mais c'est sûr qu'il y aura, effectivement, on va rentrer dans une nouvelle période pour les années 2020-2030, hein, ça peut être certain. Serrer la ceinture. Ouais. Corentin, j'ai oublié une news VF quand même. Bah alors. Et en plus, quand je vais dire ce que c'est honteux de ma part de l'avoir oublié dans le programme. Mais quand même, It's Lonely as the Center of the Earth. C'est honteux d'avoir oublié ça dans le programme, Arnaud. Bah ouais, j'ai honte là, je suis honteux. Bah ouais. Donc le roi du forcing. Clairement, je officialisé. Officiel. Oui, tout à fait. Bon, t'es pas tout seul, hein. Sur les réseaux, ça a bien. Ça a très bien fonctionné. C'est pour ça, c'est le seul truc qui me fait peur, c'est que effectivement, ça marche très bien sur les réseaux. Est-ce que ça se retrouvera en librairie? Ça va dépendre des représ et des libraires aussi, qui vont devoir faire le taf. Mais en tout cas, on a donc un éditeur pour 2024, janvier 2024, qui va sortir le fameux It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood, un roman graphique sous forme d'autobiographie pour une jeune autrice qui l'a dessiné et écrit quand elle avait 20 ans et quelques, et qui parle à la fois de dépression, qui parle du rapport de l'artiste à son travail, qui parle d'art de façon générale et de qu'est-ce que c'est en fait l'art, qu'est-ce que c'est le fait de raconter des histoires pour tout le monde en fait, pas seulement pour les artistes, mais voilà, un ouvrage avec 4 niveaux de lecture minimum et surtout une approche expérimentale du dessin et de la narration séquentielle qui en fait trouve une nouvelle idée toutes les 2 pages. C'est brillant. Moi, de toute façon, j'ai pas encore envie de le redire parce que moi, effectivement, comme le dit Corentin, je suis devenu un peu le forceur sur ce titre, mais ça a eu 3 nominations aux Eisner Awards cette année. Zoé, du coup, est repartie avec le prix Révélation de l'année à cette cérémonie-là. Et vraiment, je pense que quand t'as sa photo dans un cadre en forme de cœur sur ta table de chevet. Non, faut quand même préciser. Pas exactement. Que les gens sachent. Je vais prendre la photo tout à l'heure pour que les gens parce que c'est la réalité. Non, c'est pas gentil. Non, en plus j'ai un dessin de Ken Lumière sur ma table de chevet, donc c'est pas pareil. Mais clairement, pour moi c'est un énorme coup de cœur et je pense que c'est une des BD les plus impressionnantes que j'ai pu lire ces dernières années. Corentin ne l'a toujours pas lu, donc forcément il reste pour l'instant méfiant, et quand il l'aura lu, déjà il va se prendre aussi une patate dans la figure, et puis après il dira, pour une fois c'est lui qui dira tu avais raison Arnaud, c'était vachement bien. Pourquoi je vais me prendre une patate? Non, mais c'est le bouquin qui va te mettre une claque, tu vois. C'est un bouquin qui a des mains? Oui. Waouh. Alors là, pour le coup, je suis intéressé. Ah complètement. Non, mais voilà, c'est trop bien. Donc du coup, ça arrive. Pour tempérer un peu, justement. Non, mais il y a pas à tempérer. Quand c'est un chef-d'œuvre, c'est tout. Faut le dire. Je suis désolé, il y a pas d'autre mot. Regardez la conscience professionnelle pendant que toi tu fais. Mais tu peux rester professionnel tout en disant que c'est un chef-d'œuvre. Il y a des professionnels qui disent de certaines œuvres que ce sont des chefs-d'œuvre. C'est vrai. De toute façon, même tout professionnel, toute ta vie professionnelle reste une critique subjective de toute façon. Donc
beau quand tu parles. Voilà. Donc bref, du coup, ça arrive bientôt. En janvier 2024 chez iComics. Eh ben bravo à iComics. Avec Superbe le plan potentiel, vu que ça arrive en janvier, peut-être de ramener l'autrice à Angoulême et tout ça. On sait ça, c'est une idée, mais il y a rien de concret pour l'instant. Moi, je croise les doigts pour que ça puisse se faire, puisque je n'ai aucune. De mémoire, elle aurait déjà dû être en France. Enfin, elle a été en France. Elle a été en France, puisqu'on vous rappelle que c'est chez Bubble qui a été publié son tout premier bouquin ever, dans les yeux de Billy Scott, qui est déjà aussi une très bonne BD et qui préfigure largement d'une carrière naissante qui est déjà assez exceptionnelle, puisqu'en l'espace de 3-4 ans, elle a quand même fait des super bouquins. En tout cas, ces trucs en Creator Own, franchement, c'est très très bon. C'est soit bon, soit excellent. Et là, on a hâte de voir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Donc, il y a Rain qui est sorti chez Image, mais qui arrive aussi chez iComics là à la rentrée. T'as d'autres projets sur lesquels elle a été annoncée, notamment une mini-série Hack and Slash, donc dans l'univers créé par Tim Seeley. Elle est sur l'anthologie Creepshow d'Image Comics. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Elle fait des petites histoires aussi chez DC. Donc voilà, une autrice. Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est une artiste qu'on peut aussi conseiller à des fans de manga comme Junji Ito, etc. Il y a un rapport au fantastique, en tout cas. On n'a pas encore vu ces titres parce qu'il y a certains bouts de dessins de séries d'horreur, effectivement, sur lesquels elle avait présenté, où clairement il y a quelque chose de Junji Ito-esque dedans. Et après, dans It's Lonely, par contre, il y a un versant fantastique qui plaira aux amateurs de bizarre. Ouais. Clairement, parce qu'il y a des créatures qui sont... Moi, du quelques pages que j'ai vues, ça faisait aussi un découpage qui fait plus manga horreur, je trouve que... pour essayer un petit peu justement de le dire que ça peut dépasser nos frontières à nous. Mais ça devrait, ouais. Fans de Spider-Man et compagnie. Ah oui, non, mais complètement. Mais je pense même que comme à l'instar d'Emile Ferris, en fait, c'est un titre qui pourrait largement franchir une autre barrière. Mais là, ça dépend aussi de l'accueil de médias plus généralistes et aussi de la façon dont les libraires vont l'accueillir. Et là, il y a aussi, c'est sûr, un travail. Et là, j'imagine bien qu'il y réfléchit déjà, mais là, il y a un travail chez iComics à faire, c'est de le présenter différemment par rapport, et pas comme un comics indé. Faut pas en faire un Blue and Green ou un The Savage Shores dans la fab, tu vois. Blue and Green, moi, c'est vrai que ça me pince le cœur. Voilà un chef-d'œuvre que j'aurais aimé défendre bec et ongle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais tu peux encore le faire. Le public est complètement passé à côté de ce truc. Mais tu peux, il y a la séance de rattrapage. Lisez Blue and Green si vous aimez la BD, comme elle est magnifiquement faite, comme dans tout ce qu'elle a de meilleur. Tout ce qu'elle a de sachant qu'on en a parlé en podcast. On l'a défendu en VO, en VF, mais je veux dire, quand les chiffres que fait Blue and Green par rapport à ce que ça devrait faire, si les vrais passionnés de BD qui font des trucs sur France Culture, etc., devraient aller chercher les titres comme ça pour les mettre en avant. Parce que nous, on a nos petits bras et quelques milliers d'auditeurs, mais je veux dire, à un moment donné, bref. Ça ne suffit pas. C'est un autre sujet, mais moi, je rappelle à chaque fois, vraiment, offrez des BD. Parce que vous êtes déjà fan de BD, qui nous écoutez, vous consommez, vous achetez, vous lisez. C'est un budget. Voilà. Oui, certes, mais entre ça, les gens qui nous écoutent, ils veulent aussi se lire des récemment, j'ai eu 2 anniversaires qui se sont présentés, on sait jamais quoi offrir, etc. Ok, vous filez 15 balles pour le pot commun, et après vous filez un cadeau en plus. Les personnes, elle va pas dire, elle va te faire foutre, c'est de la BD, je suis pas une geek, etc. Au pire, ça lui fait un truc qu'elle feuillette, puis qu'elle jette. Et dans ce cas-là, ça fait une vente en plus, tu vois, je sais pas. Essayons un petit peu aussi de partager ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment fan de comics indé dans une toute petite niche. Alors que la qualité est là, et que les titres sont là, et que les éditeurs font le travail pour les ramener en France. Essayons de percer ce putain de plafond de verre qui nous paraît encore très très haut, quoi. Ouais, on essaye. C'est pour ça aussi, quand on vous dit de partager les podcasts, je sais pas, c'est pas que pour nous, parce que nous, de toute façon, on n'est pas rémunérés sur le nombre d'écoutes. C'est juste pour participer, en fait, à faire vivre aussi ce milieu. On essaie de le faire à notre modeste échelle. Et de notre côté aussi, mais enfin, moi je sais que sur mes réseaux aussi, j'essaie de partager aussi d'autres personnalités en fait qui essayent de parler de comics et tout ça. J'ai quelques journalistes, quelques blogueurs, quelques passionnés tout simplement aussi, dont j'aime beaucoup partager les contenus et tout ça. Donc voilà, faut essayer de le faire, c'est sûr. Faut pas tout partager pour pas faire du spam, mais voilà, c'est un milieu qui est assez petit de toute façon. En plus, à l'heure où on enregistre ce podcast, moi, je prépare un article sur le marché de comics en 2023. Il y aura un nouveau podcast sur ce sujet avec l'ami Xavier Gilbert qu'on a déjà reçu dans l'émission. Coucou Xavier. Et ouais. J'ai pas peur. Et donc voilà, mais voilà, c'est clairement un marché sur lequel tout le monde en fait à son propre niveau peut jouer. Donc voilà, moi j'espère effectivement que The So Good ça va réussir à dépasser tout ça, mais aussi que tout le milieu comics en fait, enfin j'espère, forcément tu peux pas préfigurer des goûts de tout le monde, mais j'espère que vraiment que ça va convaincre tout le monde que clairement
notre petite niche peut créer une star en fait, tu vois. Je pense que vraiment il y a un truc à faire avec elle parce qu'elle est vraiment trop forte quoi, vraiment. Et quand vous lirez, elle a déjà un ex-nerd aux États-Unis, hein. Bah pas, non, justement elle a eu des nominations, oui, mais justement, mais faut transformer. Il y a tellement d'autrices d'ailleurs comme Raina Telgemeier, comme Sana Takeda, Marjorie Liu aussi, qui ont des Eisner plein de prix aux États-Unis et dont les essais ne se transforment pas en France. Tu sais, si tu veux que je te parle des ventes de Brubaker en France, Oh, ça dépend parce qu'il a quand même aussi. Franchement, Brubaker en France, c'est pas le plus à plaindre, hein. Oui, c'est pas le plus à plaindre. Non, mais vraiment pas pour le par rapport, le différentiel qualité-quantité est assez. Oui, triste. mais c'est vraiment pas celui qui est le plus triste. Clairement. Pour le coup, tu veux qu'on te parle de. Attends, offrez-le à tous vos darons qui vous rebattent les oreilles avec le parrain de John Ford. Corentin, si tu veux qu'on parle d'un auteur Eisnerisé plusieurs fois de multiples reprises, qui fait des comics de qualité et dont le niveau de vente en France est catastrophique, moi je connais un gars, il s'appelle Marc. Ah oui. Son nom de famille c'est Russell. Et si tu veux, on peut parler des ventes tu vois. T'en meurs d'envie, je suis sûr. Non mais voilà, parce que l'éditeur va m'engueuler. Eh ben c'est pas beaucoup. non mais pas du tout. Mais de toute façon, limite c'est presque une private joke, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Brubaker vraiment, tu vois, il est pas du tout à plaindre en France quand tu vois par exemple Mark Russell. Mais bon, bref. Mais la différence près, c'est que Mark Russell n'a pas fait de comics de super-héros qui ont été massivement consommés. Bah, il en fait quand même, Mark Russell. Il commence à venir, mais je veux dire, c'est, tu vois, enfin. Oh, il en a fait maintenant. Bah oui, mais bon, enfin, est-ce que tu les connais? Vas-y, de mémoire, toi, vas-y. Bah, Fantastic Four Life Story, justement, le Superman, 13. Le Superman, ouais. Le Superman avec Michael Red. Après, c'est pas des super-héros, et ça, c'est pas vendu du Wonder Twins. Mais arrête, mais écoute-toi, Wonder Twins, qui achète Wonder Twins? Je sais pas, ta mère, elle a acheté. Je veux dire, là, je te parle de Captain America. Baker, c'était déjà une rosta avant de faire de l'indé, et pourtant, bah, l'indé n'a pas transformé du tout là. Mais parce que limite, Mark Russell a commencé en indé, en fait. Parce que après, c'était du simili indé. Après, ce qu'il avait fait, Snagglepuss, c'était complètement indé aussi. En vrai, techniquement, tu vois, mais, et il fait beaucoup de titres indés, Natal Robots, Billionaire Island, tout ça reste de l'indé, quoi. Donc bon. Enfin bref, on retourne à la VO. Voilà. On retourne à la VO. Avec tes digressions, là, hein. Lisez The Sogo Good en 2024. Vous ne regrettez pas. C'est une promesse. Ça t'a dit? C'est une promesse. Good? Qu'est-ce que je veux dire? Image Comics, qui a abandonné définitivement Diamond Comics sur le marché américain. Il continue de traiter avec eux pour tout ce qui est Angleterre et livraison en Europe. Mais donc, ils avaient déjà abandonné la livraison pour le direct market, pour les comic shops, donc en choisissant Lunar Distribution. Et donc là, ils ont annoncé que pour les albums TPB à destination des libraires généralistes aux États-Unis, donc les Barnes Nobles, tous ces gros trucs, donc pas les comic shops spécialisés. Donc c'est ce qu'on appelle le book market, tout simplement aux États-Unis, en opposition au direct market. Eh bien, ils ont pris Simon & Schuster, qui est l'un des principaux groupes de distribution et d'édition aux États-Unis avec Penguin Random House. Donc c'est un peu les deux énormes. C'est le DC Marvel des gens qui lisent pas de bouquins avec des images. Ouais, mais ils font aussi beaucoup de BD, hein. Ils font aussi beaucoup de BD. Et donc, ben voilà, donc parce que et pourtant, ce qui était marrant, c'était que Eric Stephenson, donc l'éditeur in chief de Image, avait fait une lettre ouverte au moment de la pandémie, justement quand DC avait décidé de se passer de Diamond Comics pour le direct market. Ils avaient dit quand même, vous êtes un peu des gros bâtards, il faut soutenir Diamond Comics. Sauf que 3 ans plus tard, ils les abandonnent complètement. Pourquoi? Notamment parce qu'ils estiment apparemment que Diamond a quand même pas profité de ces 3 ans pour corriger ce qui n'allait pas, parce qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas au niveau du direct market et au niveau des retailers avec eux. Mais a priori, ils n'ont pas fait du tout les changements qui étaient nécessaires. Et donc, c'est pour ça qu'ils décident de s'en aller. Corentin, est-ce qu'on est triste ou pas? Parce qu'a priori, bon, pour nous, ça va pas changer grand chose, puisque Diamond UK reste quand même le pourvoyeur de comics en VO pour nous. Moi, j'ai l'impression que ça, effectivement, c'est juste l'énième épisode d'un feuilleton de dislocation pour Diamond, qui va pas effectivement avoir une influence plus grande que ça n'en avait déjà pour eux. Enfin, j'ai l'impression même que la boîte va peut-être péricliter à force, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est pour annoncer qu'ils ont perdu un client. Ouais, j'avoue. On peut quand même trouver un peu dommage que le circuit comics qui était représenté par un distributeur, alors unique certes, et ça posait du coup des questions par rapport au monopole et tout, mais qui avait au moins l'avantage d'être démocratique. Et du coup, c'est les éditeurs qui devaient tous s'arranger avec Diamond. Là, on arrive à une nouvelle ère où en fait, t'as des comics qui sortent le mardi, des comics qui sortent le mercredi. T'as des distributeurs qui vont aller chercher directement les librairies généralistes. Enfin, en fait, le petit monde des comics qui était microcosmique, mais qui avait réussi à fonctionner comme ça pendant 50 balais, en fait, est en train, enfin, 50 balais, non, c'est tous les années 80 que ça a commencé vraiment, mais
40 balais, oui, voilà. Et vraiment en train, en fait, de partir sur un free-for-all où tout le monde va vouloir faire son truc de son côté. Moi, je me souviens d'une phrase que McFarlane, il avait dit pendant la pandémie, où il avait dit, en fait, ce serait même plus logique d'arrêter de se faire chier avec ces sortes de distribution et juste de s'arranger, nous, éditeurs, entre nous, de faire une sorte de coopérative éditoriale, où on dirait, bah écoute, toi, Marvel, tu vas prendre le premier trimestre de l'année pour faire ton gros événement, puis DC prend la suite, puis après, tu vous laissez 2 trimestres aux éditeurs indépendants pour essayer de booster un peu le momentum. Ce qui fait que du coup, bah, ça fait plus de lecteurs sur l'année, ça fait que les gens arrêtent de se marcher dessus, on arrête d'envoyer des séries au charbon, on arrête de, enfin, à la casse, on arrête d'en fait de, voilà, enfin, simplement essayer de faire une sorte de fonctionnement industriel qui soit plus simple, plus respectueux, etc. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, DC, bah, ils ont fait bande à part et ils ont dit, on sort nos comics un jour avant tout le monde. Puis Marvel a dit, bah, nous aussi, on va, du coup, arrêter de compter sur le jour où tous les comics sortent. En fait, voilà, eux, ils ont resté ils sont quand même restés, ils sont oui, tenus. Il y a que des DC. variantes, This Comics, oui, c'était un peu ridicule, mais c'est vrai que au final, tout le monde s'est bah après, c'est juste que les autres ont profité de la faiblesse de Diamond, en fait, aussi pour appuyer sur le fait qu'effectivement, il y avait des dysfonctionnements, que tout c'était pas un distributeur qui était parfait, mais vu que c'était le seul, et ben tout le monde s'en accommodait, mais il y avait quand même plus quand tu regardais les forums de discussion des retailers et tout ça, tu voyais bien qu'il y avait des soucis. Et en fait, bah après, c'est aussi les lois là pour le coup, on va dire les lois du marché, mais simplement que d'autres structures de distribution ont dit bon, bah si vous êtes pas content, nous on propose ça, ça et ça, et après, bah oui, c'est aussi Diamond, là comme dit, hein, je veux dire, Image, ils ont pas quitté le navire tout de suite, ils ont attendu 3 ans. Donc en 3 ans, à l'échelle d'une boîte, t'as quand même le temps, mais évidemment, de changer. C'est des choses qu'on te reproche, surtout que techniquement, Diamond, ils ont des sommets chaque année aux différentes conventions, donc ils sont au contact avec les libraires. Donc j'imagine qu'il y a bien des gens qui sont chargés de remonter les problèmes ou les demandes. Alors ça, c'est sûr du point de vue de l'éditeur, mais si tu prends le problème inverse, maintenant un libraire, il doit parler avec 4 distributeurs s'il veut récupérer ses comics. Oui et non, parce que... Attends, ce qu'avait dit les comic shops aussi, c'est par exemple le service après-vente de Lunar, il était beaucoup plus chancelant, on va dire, que Diamond, qui avait l'habitude de parler avec tout le monde, qui connaissait tout le monde, vraiment nommément, ils allaient aux mêmes conventions et tout. Que là, c'est pareil, Simon & Schuster, c'est tellement un gros groupe, comme Penguin, hein, que est-ce que ils vont donner la priorité aux comics par rapport à ce qu'ils font en généraliste, tu vois, je sais que c'est peut-être bête parce que je ne suis pas libraire, j'ai pas du tout conscience de ces choses-là, mais moi, j'ai trouvé un intérêt à ce que les comics marchent dans un écosystème avec leurs propres canaux, avec leurs propres boutiques, avec tout ça, etc. Alors certes, c'est la maturité de ça aller se mélanger avec le reste du marché du livre. Mais surtout que Image, pour l'indépendant, c'est vu qu'il y a aussi certains de leurs titres qui sortent directement en TPB, quelque part, ça leur ouvre aussi, je pense, accès à un circuit de distribution, parce que je connais pas le nombre d'enseignes auxquelles Diamond distribue pour les bookstores. Par contre, Simon & Schuster, j'imagine qu'en termes de parc d'envergure d'enseignes, c'est peut-être plus important. Hein. Ah oui, ça certainement. Et le but d'Image Comics, c'est quand même d'aller placer leur TPB dans le maximum de bookstores. Ceci dit, quand tu vas au Royaume-Uni et quand tu vas dans les grandes librairies qu'ils ont là-bas, j'ai oublié le nom de cette enseigne qui est très connue à Londres. Shakespeare ou Océane me trompe constamment. Non. Peut-être, je sais plus, mais enfin, c'est une super grande librairie sur 5 étages, comme était Virgin avant et tout. Enfin, le paradis. Il y a un rayon comics qui existe et où il y a des comics VO très traditionnels. Alors évidemment, c'est le Royaume-Uni. Hein. Je sais pas si Diamond a le même fonctionnement sur place, mais il y avait des comics tout à fait normaux, de Image, de DC, de Marvel. Ouais, c'est Diamond UK en fait qui s'occupe de récupérer. Oui, apparemment, Diamond UK a pas exactement la même structure que Diamond US. Parce que eux, en fait, ils vont vraiment aller justement se placer dans plein de grandes enseignes. En fait, c'est assez convenu là-bas. Donc bref, tout ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, j'ai l'impression que on avait un intérêt à ce que tout le monde passe par le même circuit, parce que du coup, tout le monde est entre guillemets mis à égalité. Alors que là, maintenant, ça va être, encore une fois, je pense que ça ouvre la porte, en fait, à perdre l'habitude d'avoir un fonctionnement comics uniforme, au point que, je sais pas, peut-être que après il y a des arrangements avec Simon & Schuster pour place-moi telle référence plutôt que celle-ci et tout. Enfin, je sais pas. À mon sens, c'était pas trop mal d'avoir justement un seul circuit. Bah effectivement, après je suis pas éditeur et je suis pas libraire, donc j'imagine qu'ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience. Très bien. Chez nous.
Allez, on termine la partie VO avec 3 annonces du côté de Marvel, dont 2 qui seront clairement dans la catégorie What the fuck did Marvel do again, ce genre de choses-là, mais on va peut-être pas s'éterniser dessus. Et une annonce par contre qui fait un petit peu plus plaisir. Donc la première, c'était juste pour faire une demande à Marvel plutôt que de parler de cette actualité. En fait, ils ont annoncé développer une série de romans de polar pour adultes qui s'appelle Marvel Crime. Donc c'est des polars avec des héros street level, donc Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil. Très bien. Donc des romans pour adultes avec quelques auteurs réputés dans le secteur et tout ça. Il y a moyen que ça arrive en France, parce qu'en France, il y a quand même les romans Marvel, t'en as quelques-uns qui arrivent chez 404 éditions notamment, mais plus young adult, on va dire, ou jeunesse, quoi. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a beaucoup des romans qui sont faits par Marvel, qui existent d'ailleurs depuis les années 90. T'en avais eu 2-3 au lancement de Marvel, en fait, dans les années 60, 70. Et après, ça, c'est vraiment à partir des années 90 que ça s'est développé et que c'est devenu très régulier. Et donc, c'est souvent des romans plutôt destinés à un lectorat assez jeune, sauf que là, vraiment, ils présentent ça comme des intrigues pour adultes et tout ça. Et sauf que moi, je me dis, bon, des romans avec des personnages Marvel, pourquoi pas, dans la mesure où ça reste des histoires. Après, je pars du principe que c'est des héros de bande dessinée à la base, et donc, si tu passes de la bande dessinée à la prose, il y a quand même tout un intérêt que tu perds par rapport aux univers visuels que ça convoque. Mais alors, surtout... Les images, notamment. Oui. Non, mais... Ça, on s'en entend. Mais après, moi, j'ai jamais lu de romans adaptés d'univers de BD, je crois, tu vois. Ou d'univers très visuel, tu vois. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas des romans en Dark Souls ou... Des romans Dark Souls. Toi, t'as jamais été joueur de Magic, de Donjons et Dragons? Si, j'étais joueur de Magic et j'avais lu des romans Magic à l'époque. Mais Magic, c'est différent parce que c'est pas une BD à la base. Marvel, on est vraiment sur, c'est quoi le médium de base? C'est la bande dessinée. Donc c'est différent parce que, et Dark Souls, j'ai lu des essais dessus, j'ai lu pas mal de bouquins qui parlent du lore ou d'analyse, mais de romans dans l'univers, non. Autant j'ai lu des comics Dark Souls, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Autant, mais encore c'est différent parce que tu peux décliner dans le jeu vidéo, notamment pour tout ce qui est le lore, en fait, tu vois. Là, même pour le lore, du côté de Marvel, faites-le en BD, en fait. Oui, le lore, il vient de la BD. Voilà. Et donc, je me suis juste dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors, ils le font de façon très pragmatique pour amener leur personnage à un autre public, tout simplement, à un lectorat qui ne lit pas de bande dessinée. Ça, je suis d'accord. Et moi, la question, c'est juste, mais du coup, si vous mettez des sous à payer des romanciers et tout ça, des auteurs pour faire des romans adultes et tout ça, pourquoi vous faites pas juste un truc que vous avez déjà fait il y a 20 ans qui s'appelait Marvel Knights et qui était littéralement des comics de polar avec vos héros street level. Enfin, Alias est né de Marvel Knights. Non, c'était Marvel Max même, je crois, à l'époque. Alors là, tu me poses une colle. C'était le label Max en 2001. En 2001, c'était le label Max. Alias, c'est pas Knights? Non, c'est Max, justement. Mais qui était ça, en fait. Qui était juste des polars pour adultes avec des héros Marvel. Et donc... Oui, mais du coup, tu l'as dit toi-même, ça ne leur apporterait pas, en tout cas dans leur vision étroite des choses, un nouveau lectorat de faire ça. Ça plairait aux 3 connards comme toi et moi qui... aime bien la bonne BD. Non, mais voilà, enfin. Mais c'est un problème plus général. C'est un problème de façon générale, c'est que on l'avait dit d'ailleurs en parlant des Eisner Awards, c'est que DC s'en sort avec les Eisner parce qu'ils font alors quelques titres avec des bonnes équipes créatives, mais aussi surtout le DC Black Label, et Marvel en ce moment, mais ne fait rien de tout ça. Ils ont pas de label d'auteur. Ils ont ramené Spider-Man Reign 2, c'était un oui, Marvel mais Knights, mais c'est un. Moi, je te parle d'un label dédié de nouveau en fait à ça, et c'est là où je veux en venir, c'est vraiment pourquoi est-ce que Marvel s'est perdu. Alors, est-ce que c'est à cause de Disney? Je ne sais pas. Enfin, pas seulement. Je pense qu'il y a... je sais pas, parce que tu vois, dans un King in Black, il s'autorise quand même à montrer Sentry qui se fait déchirer en deux, tu vois. C'est assez rude. Mais ça, c'est de la violence graphique dans un album en canon. C'est pas... Marvel Knights, il y avait, comme le Black Label, il y avait aussi la proposition qu'on peut faire des séries autocontenues où il y a pas de critères il faut que ce soit lisible par un enfant de 13 ans, etc. Et le fait de faire des romans, de toute façon, de base, c'est une idée de merde parce que, enfin, il y a la démographie que ça va concerner qui aime lire des romans de polar. Il y a déjà une offre qui est tout à fait suffisante avec des vrais grands écrivains. Enfin, je veux dire, est-ce que t'as déjà lu, toi, tous les Raymond Chandler, etc. Enfin, peut-être commencer par là, avant de lire, est-ce que Daredevil, il a fait un truc sans image, tu vois. Et honnêtement, c'est comme, tu vois, moi, je dirais faire des podcasts narratifs. Pourquoi pas? Parce que c'est l'extrême inverse de la BD. C'est-à-dire que la BD, t'as de l'image, du texte, et pas de son. Alors que le podcast, c'est exactement l'inverse. Tu n'as aucune image, mais que du son. Et effectivement, c'est une expérience très différente que tu apprécies dans un contexte différent. Tu peux écouter un podcast narratif en faisant ton jogging, tu peux écouter un podcast narratif en travaillant,
en faisant la vaisselle, en portant ton bébé, en peignant, enfin en faisant ce que tu veux. Même tu peux faire de la guitare pendant un podcast narratif si t'as envie. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu t'as t'asseoir pour lire un truc. Or, plutôt que t'asseoir pour lire une BD avec un artiste et un texte, donc les compléments, enfin le meilleur des deux mondes entre guillemets, c'est-à-dire que en plus Daredevil, c'est pas un artiste enfin c'est pas un personnage qui a motivé de mauvais artistes. Genre, si on prend Alex Malif, Chris Samney, David Mack, enfin c'est un des joyaux de la couronne de Marvel, Daredevil. Et même c'est pareil pour Jessica Jones, je veux dire Michael Gaydos, c'est pas un petit gars. Le fait déjà d'avoir perdu Bendis et de jamais réussir à l'avoir remplacé, hein, à mon sens, il y a un appel d'air énorme qui a été fait par le départ de Bendis, pour refaire ces personnages-là qu'ils ont qu'ils ont maltraités, pas sous-traités, qu'ils ont maltraités pendant des années. On a eu la série Jessica Jones qui était bien, Luke Cage qui devait combattre les flics violents, qui a été annulé, mais vraiment parce qu'ils avaient peur que l'artiste reçoive des menaces de mort de la part des fascistes. T'es en mode, mais le mec, il l'avait dit, le scénariste, il avait dit, mais enfin, je suis un adulte, c'est Otto Anderson qui avait dit ça. Et Daredevil lui-même, qui a eu le droit à quelques bons volumes, et qui l'a directement repris après même pas de pause, etc. Enfin, tout ça, effectivement, je pense que tu peux le résumer à, c'est pas Disney qui vient taper sur l'épaule de Kevin Feige et qui fait, oh, le secteur comics, là, faut booster un peu parce que, il y a aucun enjeu économique de leur point de vue. Disney, tu dis qu'il y a pas d'enjeu, mais enfin, si, il en reste toujours, et je pense qu'ils ont des directives en disant, vous devez quand même rapporter, vous devez rester premier sur le marché, et vous devez rapporter tant et tant d'argent. Et en fait, ça, c'est pas genre une directive qui, pour moi, émane de Disney, c'est plus simplement, il y a comment dirais-je, il y a des réunions annuelles où on présente les pertes et profits de chaque branche. Il faut que la courbe, elle soit en hauteur, c'est tout. Et c'est pour ça que ça mitraille du Spider-Man à 2 numéros par mois ou à 3 numéros par mois. C'est pour ça qu'il faut insister. Et là, en fait, c'est juste de la conquête de nouveaux territoires. Comme les podcasts et comme les petites productions animées qu'ils font de temps en temps. Tu vois, c'est toujours, bon, ce secteur-là, il est porteur en ce moment. Lui, il est pas forcément porteur. On n'a jamais été là-bas. Allons là-bas, on va faire du webtoon aussi. On va faire tout ce qu'on peut faire parce qu'on a des personnages de marque. La marque, elle est connue. La marque, elle peut s'exporter un peu partout. Ils ont dû se dire, bon, le secteur des romans polars, ça continue à se vendre. Les romans de gare, ça se vend. La littérature détective, ça se vend toujours. C'est même un des principaux trucs qui tire la littérature vers le haut avec les romans à l'eau de rose. Ils se disent quels personnages on a qui peuvent matcher avec ça. On va prendre les personnages de la Line Street. Alors que effectivement, si tu penses au niveau éditorial de Marvel, mais t'as DC en face qui te fait du Black Label et dont le but est pas de conquérir de nouveaux territoires. Le but est de garder les lecteurs qu'ils ont déjà. C'est-à-dire les lecteurs comme toi et moi qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie de lire tout ce qui se fait en mainstream et qui commencent à avoir un peu de poussière sous les bottes à force de se taper les relaunchs, les événements, les changements d'équipe créative et un dessin mainstream qui, à cause de la cadence mensuelle, fait que t'as pas forcément les meilleurs noms sur les séries en régulier. Et du coup, pour les gens comme moi, il va rester le Black Label. Il va rester les gros auteurs, les grosses équipes, les gros artistes qui peuvent prendre le temps de faire une série en 4 numéros comme pour Cliff Chiang ou pour Daniel O'Reilly sur Dead Earth, etc. Tu vois. Et c'est là qu'il y a la qualité, et c'est là que tu gardes ton lectorat qui, sinon, avec la rotation naturelle, aurait fini par se désintéresser de ça et aurait opté pour un loisir moins chronophage dans le temps. Mais Marvel se dit pas ça. Marvel se dit, on peut faire tout à la fois. On peut faire Spider-Man Reign 2, parce qu'il y a des fans de Carrie Andrews et que ça nous fait un comics un peu violent pour varier la routine Spider-Man, mais ça reste du Spider-Man. On n'a pas besoin de le mettre dans une case particulière, etc. Et c'est là que justement on est d'accord, c'est une connerie. Je trouve que c'est une connerie, ça leur donne une mauvaise image. Ça accélère l'esprit forceur, ça accélère l'esprit que Marvel est une corporation maintenant et que ces produits-là... Ça fait quelque temps. Hein, oui, mais ça accélère encore l'idée. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont carrément aller sur un territoire qui, moi, me parle pas du tout. Et en plus, en allant, du coup, polluer des rayons de librairie où il y a des gens... Ça sera bien écrit, quoi. Mais non, mais certainement, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a des gens qui écrivent des romans policiers qui n'ont pas de personnages connus pour les aider à vendre. Tu vois, mettons, toi, t'es un super fan de polar. Tu veux écrire une histoire en Alsace sur un mec qui a volé les chèvres de son voisin et qui du coup compte le chasser le voleur avec une épée médiévale, tu vois, un truc bien alsacien. Ça se passe en 2023. Hein. Voilà, il a épousé sa sœur. Et tu vois, mais par exemple ça, je trouve c'est une super histoire. Je trouve elle est géniale, elle mérite un prix et tout. Et en fait, le mec qui passe devant ton bouquin et il dit tiens ça a l'air sympa et juste à côté il voit Daredevil by tel auteur un peu connu qui lui a déjà reçu une paye en plus donc il a pas besoin de vendre beaucoup. Et il dit ah putain ils font des romans Daredevil chez Marvel, cool. Je me souviens quand j'étais ado je lisais Bendis Brubaker et j'étais content, tu vois. Et voilà, et ça justement c'est ce que j'appelle polluer un rayon. T'as pas besoin, je suis vraiment désolé de le dire, t'as pas besoin de romans Marvel comme t'as pas besoin de romans DC, hein. Au demeurant,
Il y a des univers qui appellent à ça, comme Star Wars, par exemple, qui a une telle dimension topographique et historique, etc., que tu peux faire un roman qui se passe en l'an moins 10 000, qui est le début d'une nouvelle saga avec un Jedi dont tu n'as jamais entendu parler, qui va croiser telle planète, tel pouvoir, l'origine de la force, les machins, les bidules, les raisons d'espion, etc. Parce que voilà, c'est comme Magic. Le monde est tellement vaste et cadenassé dans des petits films qui finalement couvrent une période très très courte à l'échelle du machin que ça a un intérêt. Pareil pour Star Trek, pareil pour tous ces trucs-là. Mais les comics, et particulièrement les comics de la Line Street, enfin moi vraiment j'ai envie de lire ce roman et d'imaginer les images, tu vois, parce que évidemment ça va être Daredevil qui enquête sur des meurtres à Hell's Kitchen et t'as envie de dire mais ça tu peux le faire en comics. Donc voilà, moi ça m'agace prodigieusement justement ce côté Marvel en fait ne me parle plus à moi. Marvel n'a plus envie de faire plaisir à ses lecteurs classiques parce qu'ils en ont rien à branler et qu'ils vont toujours continuer à vendre parce que c'est Marvel et qu'ils ont les plus gros personnages. Bah non, moi je suis désolé, c'est plus un plaisir de lire du Marvel aujourd'hui. J'ai quand même jeté une oreille au Gardien de la Galaxie avec Stuart Bellon? Non, c'est pas l'interview que t'as fait, je veux dire le podcast là avec de Coné Garcia. Ah oui. Voilà. Wastelanders. Voilà, là je trouve que c'est pas inintéressant parce qu'effectivement voilà, tu vois, j'ai pu bosser en même temps, puis me faire un peu de ménage en même temps, mais je vais pas m'asseoir pour lire un putain de roman d'Daredevil. Faites-moi du comics d'Daredevil en Marvel Knight. Allez me prendre un bon scénariste de polar, il y en a plein qui demandent qu'à bosser. Et en plus, vous filez du boulot à 2 personnes plutôt que d'en filer un seul romancier. Donc franchement, voilà, pour moi, il y a pas photo. Très bien. Bon, c'était le monologue semi-énervé. Ouais, ça allait. Mais du coup, Spider-Man Reign 2, par contre, t'es content? Bah non, je suis pas content parce que je vois pas qu'est-ce que tu peux raconter. Alors juste pour contexte, donc sur les réseaux sociaux, CBC Bulski, Chester, alias Akira Yoshida, a tweeté une image avec un Spider-Man visiblement dessiné par Carrie Andrews, floqué de la mention le meilleur comic Spider-Man de tous les temps, enfin l'histoire la plus célèbre de Spider-Man de tous les temps, ce qui est faux. Elle a quand même fait date. Hein. Elle a fait date, mais c'est pas la plus connue de tous les temps. Non. Et ensuite en bas 2. Voilà. Je m'écoute, ça me fait penser, je sais pas si t'avais écouté ça, il y a des extraits du podcast, alors je connais pas du tout, mais du coup no shade, hein, etc. Mais il y a un podcast qui s'appelle Le Club apparemment, qui fait des critiques ciné et tout, et t'avais un mec qui résumait son avis sur le film Les Secrets de Dumbledore, et il disait, alors déjà, le titre il est mensonger, parce qu'il n'y a pas des secrets, il y a un secret au début et c'est tout, donc c'est de la merde. Je vais faire exactement la même chose. C'est honnête, le titre honnête, quoi. Du coup, non, c'est pas la plus célèbre, donc c'est de la merde, ce qu'il dit Chester. Mais après, voilà, elle a fait date. Donc Spider-Man Reign, c'est comme ça, tu fais Le Silence des Agneaux. Alors déjà, tout le monde parle et il n'y a pas d'agneaux. Bah voilà. C'est juste un truc que dit Hannibal à un moment. Moi, je suis désolé, je voulais des agneaux qui ferment leur gueule. Donc, stop. Aucun sens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Spider-Man Reign, donc c'est une mini-série en 4 numéros. Ou 5, 4, 5. De Gary Andrews, donc artiste vedette, qui a fait ses débuts chez Marvel entre la fin des années 90 et le début des années 2000, qui a fait beaucoup de Marvel. Et qui s'était pris de l'idée en fait de rendre un hommage à Frank Miller, un hommage très conscient, très assumé, en faisant le Dark Knight Returns de Peter Parker. Donc Peter Parker est veuf, il a un travail salarié dont il se fait dégager au début de l'album, dans une New York devenue beaucoup plus froide, qui est contrôlée par la milice Reign, qui obéit au maire de la ville, un immonde enfoiré qui compte installer une cage électroluminescente au-dessus de New York, afin de empêcher les habitants de sortir et de pouvoir transformer la ville en dictature, sous couverture de sécurité, comme dirait notre cher suprême leader, l'ordre, qui motive la dictature. Donc ça, voilà, c'est une super histoire. C'est vraiment un exercice graphique très intéressant, où justement Gary Andrews reprend les crayonnés, enfin les ancrages très légers de Miller sur Dark Knight Returns, et graphiquement, c'est vraiment une vraie tarte. Il y a déjà ce dont on parlait récemment pour Erratic, les décors, mais qui là ne sont pas de la photographie, qui sont de la modélisation 3D. Et vraiment, ça prend un petit moment à ce que ton œil s'habitue, mais après, une fois que tu le remarques, ça fait vraiment une différence au niveau des perspectives et des valeurs de plan. C'est profond, c'est dense, c'est violent, c'est choquant, c'est du Marvel Knight. Il y a vraiment un truc qui, là, pour le coup, a fait date par rapport à la mort de Mary Jane, parce que j'ai dit qu'il est, voilà, c'est dès le tome 1, enfin, dès le numéro 1, voilà, on sait qu'il est veuf. Par rapport à la mort de Mary Jane, enfin, bref, qui est sujet à quelques blagues depuis, quoi, mais alors que l'idée est pas forcément, enfin, quand tu le dis hors contexte, effectivement il y a un côté un peu ridicule du délire. En gros, c'est l'exposition, parce que donc Peter Parker, c'est un peu comme Dr Manhattan dans Watchmen, hein. Peter Parker donc a été mordu par une araignée radioactive, donc techniquement l'ensemble de son corps est radioactif, donc
c'est le contact à proximité de Peter Parker qui aurait déclenché un cancer chez Mary Jane. Voilà. Sachant que et les blagues en question. je vous fais pas le dessin, mais voilà, il y a les échanges de fluides. Voilà, par entre exemple. deux amants font que. Ceci étant, voilà, c'est une blague qui est très drôle. Bravo à toutes celles et ceux qui l'ont refaite récemment. Mais voilà, donc c'est effectivement une très bonne BD qui est donc était une création Marvel Knights. Entre-temps, Gary Andrews, il a eu une carrière un peu dissolue, on va dire. C'est-à-dire que il a pété un câble à un moment donné, il a dit j'en ai marre de travailler en mainstream pour des éditeurs qui partagent pas le pognon. Il est parti chez Image vraiment en queue de peloton parce qu'il est arrivé chez Image en 2015 pour faire Renato Jones, donc dans la fin un peu de l'exode des talents chez Image Comics avec Saga et tout. Renato Jones qui n'a pas marché, malheureusement, ça a été un vrai crève-cœur pour lui. Il est revenu dessus dans plusieurs posts de blog et tout. Il a dit financièrement, je pouvais pas m'en sortir si je faisais que Renato Jones. Arnaud, oui, tu voulais. Non, vas-y, continue. Je dis un truc sur Renato Johnson dans 2 secondes. Qui est l'histoire d'un justicier qui bute des ultra riches, qui était un super projet. Et moi, je l'avais un peu découvert à ce moment-là, justement, enfin redécouvert après Reign. Donc finalement, après ça, il est revenu chez Marvel pour faire Amazing Fantasy et entre parenthèses, il a fait aussi donc Erratic qui est son Spider-Man. Vous avez une critique sur comicsblog.fr. Et donc je vais juste dire que Renato Jones, le numéro 1, en fait, Aquilos avait sorti à l'époque un fascicule du numéro 1 en version collector qui avec une couverture toute dorée avec un Picasso qui est super chouette, et donc elle est toujours en vente sur le site d'Aquilos, donc c'est vraiment un instant pub complètement qui pop par hasard. Mais en vrai c'est toujours là, donc c'est un petit item, ça coûte 10 balles, c'est vraiment que dalle, et c'est super cool quoi. Donc voilà, prenez-le. Tout à fait. Donc entre-temps, il a fait Erratic, son Spider-Man, et la suite Erratic Recharged. Nous, on aime beaucoup ici le travail de Cary Andrews, son coup de crayon, son habileté à varier un petit peu les formes, les styles et les traits. Là, je vous parlais de l'ancrage de Reign. Faut savoir que, par exemple, Erratic a un trait complètement différent au niveau de l'utilisation de la... Et Arnaud, là, du coup, le numéro Renato Jones, si vous voulez le cambrioler, il habite chez des gens. Merci. Mais t'aimes pas le petit effet là sur la couverture? Il est sympa, non? Et c'est noir et blanc. Non, je te donne pas, je te le montre. J'aime pas du tout, hein, c'est de la merde. Ça va pas la tête. Non, je rigole, c'est très joli, il est en noir et blanc. Et voilà, ouais, c'est un putain de virtuose du crayon. Mais donc oui, donc il est revenu chez Marvel pour faire Amazing Fantasy, une mini en 4 numéros qui rendait hommage à Conan le Barbare et aux comics de fantasy de la grande époque. Et donc là, visiblement, il est assez installé chez Marvel pour refaire du Spider-Man Reign. Et Chester a l'air de mettre le produit en avant. Donc pour te répondre, est-ce que je suis content dans le sens où on va revoir cet univers qui est intéressant. On va revoir ce coup de crayon qui est intéressant. Mais en même temps, j'ai pas forcément besoin d'avoir la suite de Spider-Man Reign, je préférerais avoir la suite de Erratic. Voilà, ça ne va pas arriver, j'en ai bien peur. Je préférerais le voir travailler sur des productions un peu plus originales. Amazing Fantasy, c'était original. La fin, pour moi, m'a déçu parce que je reconnais pas le personnage invoqué, je vais pas dire qui c'est. C'est Ben t'a déçu. Non, mais tu spoil tout. Mais je spoil rien, je dis juste que Ben t'a déçu, je dis pas de quoi on parle. Pourquoi Mary Jane est morte. Tu viens de spoiler qu'il y avait Ben Parker à partir du moment où les titres sont sortis il y a plus de 2 ans, c'est plus du spoiler, frérot. Et tout le monde ne rattrape pas tout en temps réel? Non, mais t'avais spoilé American Jesus? Tout le monde s'en souvient? Non, parce que c'est sorti il y a 10 ans. Donc, bref. Donc, voilà, après, moi, tout ce que fait Cary Andrews m'intéresse, c'est juste, puis je suis obligé de penser au fait que ça fait encore du Spider-Man, que ça fait encore penser à mon meilleur ami, Niclo. Tu sais qu'il y a des statues de lui en Colombie, il a fait beaucoup pour l'économie du coin. Mais, c'est une vanne que j'ai scrappée de ma review, donc il fallait que je la rentabilise. Donc ouais, non, content, mais là. Ok. LAS. Et pour terminer sur le point Marvel, c'est que toi, Arnaud Toi moi je suis chaud, hein. Moi j'adore Spider-Man, ça m'a bluffé. J'étais super content que ça a été reproposé. Tu l'as dit ou pas? La petite édition. Oui, dans les petits prix de Panini. Voilà, dans leur collection multivers, ça a été réédité tout récemment alors que c'était devenu un peu introuvable, donc c'est super chouette. Là, c'est disponible vraiment sous le titre L'Empire. Ouais, à tout petit prix, donc ruez-vous dessus parce que c'est vraiment génial. Donc moi, je suis ultra chaud. Et mais après, moi, c'est plus que je me dis juste, mais faites-en plus et faites un label, faites un black label Marvel, quoi. Putain, c'est. Ceci dit, moi, à l'inverse, j'aurais envie de dire, filer un ongoing Spider-Man à Cary Andrews, quoi. Quitte à ce qu'elle ne sort pas tous les mois, mais elle peut, oui, il a pas le temps pour faire une ongoing mensuelle. Il faudrait faire un truc tous les 2 mois limite, ouais, peut-être. Mais pas, faut ma prestige. Tu sais, le truc du Black Label, ça sort pas tous les mois. Ouais, bien sûr. Non, je serais d'accord, mais bon.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pour terminer avec Marvel, eh bien, ils relancent pour la 4e fois en 2 ans la série Alien au numéro 1. On a eu un premier volume de 12 numéros par Philip Kennedy. Oui, c'est ça, Philip Kennedy Johnson. On a eu un second volume de 6 numéros par le même auteur, mais avec un changement d'artiste. Puis après, Declan Shalvey a repris pour un premier volume de 6 numéros avec Andrea Broccardo. Et donc, là, c'est vraiment, ils repartent au numéro 1, toujours les mêmes artistes. C'est la suite directe de la précédente série. Donc, en fait, c'est littéralement un changement d'arc, mais qui nécessite, du coup, un départ au numéro 1. Donc, 4e relaunch pour Alien. Heureusement, pour le coup, Panini fait bien les choses parce qu'eux, ils font une tomaison normale. C'est-à-dire que c'est du tome 1, tome 2, tome 3, puis tome 4, puis tome 5, tu vois. Il y aura pas de départ au numéro 1 parce que c'est littéralement la en même suite, temps, t'imagines, sinon, dans les bases de données de Panini, mais l'enfer, Alien, ouais. ça compte résultat, Ouais. Alien. Et comment tu te repères quand c'est la même équipe créative, enfin, ça a aucun putain de sens. C'est déjà, mais c'est hyper relou. C'était déjà hyper relou pour Marvel avec, et ça avait été décrit d'ailleurs, hein, chez Panini dans leur collection, parce que pour le Thor de Jason Aaron, notamment, t'avais des Mighty Thor, All New Thor, je sais plus quoi Thor, machin, avec plein de numéros 1, plein de tomes 1 et tout ça, ce qui était ultra galère. Là, pour le coup, ils ont retenu la leçon là-dessus. Mais quel enfer, quoi. Mais ça, en plus, c'est un problème qui est inhérent à la matière super-héros parce qu'il y a ces esprits de relaunch réguliers avec les sous-titres, les surtitres, les Invincible Iron Man, les Immortal Hulk, les machins et tout. Mais là, c'est Alien. Je veux dire, le principe des comics de licence, c'est que tu mets un sous-titre tout le temps. Enfin, je veux dire, tous les comics Alien de chez Dark Horse, il y a toujours un sous-titre parce que c'est des mini-séries compartimentées en 4, 5, 6 numéros. Mais là, techniquement, tu auras le sous-titre, mais seulement sur le TPB. Parce que le TPB. Ils ont besoin que le numéro 1, Alien 1, en fait, soit constamment mis en kiosque parce que ça fait toujours un Alien 1 et du coup, les gens se disent à chaque fois, oh là là. Un nouveau point de départ. Ouais, un nouveau point de départ ou un nouveau point spéculatif parce que j'imagine que dans 10 ans, quand tu auras des enchères et que tu auras 50 Alien 1 sur eBay, tu sauras pas lequel est vraiment le premier Alien 1, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que vu qu'ils relaunchent tout récemment, enfin, les Alien 1 n'ont pas de valeur en tant que tel. Bah, de toute façon, ces séries-là, elles ont aucune valeur, hein. Mais je veux dire, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est du comics à licence, qui effectivement est tellement bazardé entre deux trucs que voilà, ça va plaire à la niche des fans d'Alien, qui est une niche qui est très riche, hein, qui est très nombreuse, qui est très sympathique, qui est très variée, qui est très sympathique. Coucou, on est là. Hein. Et c'est une licence qui a beaucoup existé à travers les comics. Moi, très honnêtement, je n'ai pas lu encore celle de Shalvey. J'ai lu les 2 de Philip Kennedy Johnson. Je trouve ça mauvais. Point. C'est pas. J'aime l'univers d'Alien. Hein. Je tiens à dire, je suis pas un oubli, etc. J'aime l'univers d'Alien. J'ai lu beaucoup de comics de Dark Horse. Là, je trouve ça vraiment mauvais. Il y a aucun effort de Marvel pour essayer vraiment d'attirer les gens sur cette licence. Tu me diras, tant mieux, ça évite les crossovers avec les Gardiens de la Galaxie. Mais je regrette très sincèrement l'époque de Dark Horse parce que c'était des gens qui savaient faire du comics à licence. Pour Marvel, c'est juste un petit département. Et ils abusent vraiment de toutes les tactiques de forceurs, mais déjà, moi, ça m'énerve quand on remet une série au numéro 1 chez les super-héros. Tu vois, je dis que c'est normal, mais en vrai, ça m'énerve comme tout un chacun. Là, en plus, je me demande s'ils vont pas nous faire un coup de numérotation Legacy quand un jour ils vont nous dire, de Alien 1, là, en fait, c'est Alien 50. Ouais. Tu vas être en mode, quoi? Comment c'est possible? Bah si, regarde, on a fait 50 numéros d'Alien avant. On a fait 50 numéros 1. Mais ceci dit, c'est pas forcément la pire des idées, hein. Ils vont faire Alien 1, Alien 1, Alien 1, et en fait, il y aura plus que des numéros 1, et tu te démerdes. Tu vois, après, tu vas faire des guides sur Internet pour te repérer. Donc, ouais, après, en plus, le fait que c'est vraiment la même dessinatrice, parce qu'entre le Alien 1 et le Alien 1, c'est un monsieur, je crois, par contre, non? Andrea Broccardo? Ouais, Andrea Sorrentino. C'est un nom masculin aussi. Mais en plus, qu'il n'y a pas un coup de crayon désagréable, tu vois, la série de Declan Shalvey que j'ai feuilleté, qui a l'air de faire un peu plus... C'est un monsieur, je te confirme. Ok. Qui a l'air de faire un peu plus duffing dans le côté un peu Grand Nord et tout, pourquoi pas, tu vois. Et puis Shalvey, c'est un bon dessinateur aussi. Là, il va faire une partie des dessins. Mais lisez en fait, voilà, lisez les gros trades qu'ils ont fait avec les séries Dark Horse. Vous avez déjà beaucoup de matos disponibles. Là, après, il faudrait faire le tri d'ici quelques années, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai lu de Marvelienne, me plaît pas plus que ça. Ouais. Non, j'ai pas commencé la série Predator, parce que j'ai pas envie. Mais je pense qu'ils vont faire pareil. Elle sort tout bientôt chez Panini, en fait. Ils vont faire pareil, ils vont faire Predator 1, Predator 1, Predator 1, non? Bah, pour l'instant, c'est pas ce qui est annoncé. Il y a pas eu une nouvelle annonce de mini-série, mais je veux dire, quand ils vont le refaire, à ton avis, ils vont pas faire pareil, ils vont pas refaire genre juste du Predator sans sous-titres pour les singles et... Bah, c'est ce que j'aurais envie de croire, mais pour l'instant, ils se sont pas engagés là-dessus, quoi. Pour l'instant, ils ont fait Predator versus Wolverine aussi, tu sais, pour la rentrée.
Mais la série régulière a pas été ceci dit, c'est vrai que ça relaunchée, quoi. Predator Wolverine. C'est qui c'est qui fait ça? Predator Wolverine, alors... Toi, tu mets un bon gros Daniel Warren Johnson dessus, mon pote. Ouais, sauf que non, alors la couverture, elle est jolie parce que c'est Marco Checchetto. Par contre, c'est Ben Percy. Ah. Bon, en même temps, Wolverine, ouais. Et sur chaque numéro, t'auras Greg Land, t'auras 4 artistes différents. Donc t'as Greg Land, Andrea Di Vito, Ken Lashley et Kei Zaima. Non. Donc c'est pas les artistes les plus Mais incroyables. Greg Land, il bosse encore. Mais je Bah, crois qu'on a collectivement décidé d'arrêter avec non, bah, ça Land. va. Oh là là. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais tu les as vus, les Ultimate Fantastic Four de Greg Land? Mais c'est vieux ça maintenant. Mais mais il a pas changé, hein, son coup de crayon. C'est toujours, je prends un magazine et bref. Donc, un autre débat pour un autre jour. C'est ça. On passe à la partie écran. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça va aller beaucoup plus vite. Un ultime trailer pour The Chosen One, LL Jido, American Jesus, l'élu d'ailleurs pour la version française sur Netflix, qui arrive donc tout bientôt. Un dernier trailer donc pour nous rappeler le concept. Donc, un gamin est a priori la réincarnation de Jésus. Et c'est dans un pueblo mexicain, latino, je sais pas. Oui, mexicain. Oui. Mexicain, c'est. C'est en Basse-Californie, qui est l'État le plus au nord de Mexique, frontalier de la Californie américaine. Merci pour le rappel. Donc, ça a l'air bien. Tu trouves, oui, du coup? Moi, je trouve que ça a l'air vachement bien. Du coup, il faut que je lise la BD avant d'attaquer la série qui arrive donc d'ici une semaine sur Netflix. Et même si j'en connais le twist, puisque je l'avais deviné, je l'ai pas spoilé, je le répète, je l'avais juste deviné parce que c'était le pitch plus c'est Mark Millar, donc twist facile à deviner. Enfin, il y avait pas non plus 1000 options. Et donc je sais pas si la série en prendra le tour, mais en tout cas dans la représentation qui en est faite là à l'écran, je trouve que ça a l'air vraiment bien branlé. J'aime bien ce côté. Ça fait peur en fait aussi les miracles, enfin t'as ce côté toujours un peu fascinant, mais en vrai tout ce qui est de l'ordre du surnaturel façon religieuse, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu glaçant, et surtout effectivement si d'un coup t'as effectivement un gamin qui commence à faire des miracles à la Jesus qui débarque, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu veux un miracle aussi, tu veux être sauvé, t'as peur, enfin je sais pas, surtout que moi je suis profondément anti-religieux, clairement j'aime pas la religion en tant que concept, j'aime pas ce que ça crée, et pourtant ça me fascine aussi parce qu'il y a quand même, enfin notamment sur le côté tous les monuments, les mosquées, les cathédrales et tout ça, les temples en Asie, tout ça, la façon dont collectivement les êtres humains en fait ont construit des trucs, ont réussi effectivement à créer des choses complètement hallucinées. Pareil, les peintures, les œuvres d'art et tout ça, il y a des choses absolument fascinantes, et en même temps le concept même de devoir s'en remettre à une entité divine, enfin voilà, surpuissante, j'aime pas, tu vois. Je suis pas d'accord. Et alors le concept de l'homme providentiel façon Jésus, ça c'est vraiment un truc que j'aime vraiment pas, avec lequel je suis pas d'accord. Mais par contre, d'un point de vue culturel, d'un point de vue mythologie et tout ça, c'est fascinant à explorer. Donc moi la série en plus j'aime bien le format 4 tiers là dont tu me parlais, je sais pas, 1.33, 1.33 4 tiers c'est télévision, 1.33 c'est le ratio 1.33.1, ça veut dire que tu as la base qui est 1,33 fois plus grande que ta hauteur. Voilà, enfin bref, je trouve que voilà, ça a l'air plutôt bien branlé en peut-être un mix avec Brightburn et aussi les flashbacks de Man of Steel, tu vois, un peu dans ce genre-là. Donc je sais pas, moi ça me dit bien, hein, mais après comme je sais pas, vu que c'est Netflix, je suis méfiant. Les dernières adaptations de Netflix de Miller, enfin en live action, c'était celui de Jupiter's Legacy, c'était vraiment de la merde. Mais parce que là c'est le département latino-américain qui crois fait le truc. Moi je connais pas leur production originale par rapport à Narcos. Bah, Narcos, d'ailleurs le bien, trailer est tombé en premier sur Netflix latino-américain parce que clairement là ils visent ce public là, on l'a déjà dit, le public latino-américain et sud-américain de façon plus générale, c'est devenu un des nouveaux nerfs de la guerre très clairement identifié pour les majors de l'entertainment. Et puis ils se feront sûrement moins emmerdés que par les gros culs de ricains protestants qui voulaient faire censurer Mark Russell parce qu'il avait mis des zigounettes au Jardin d'Éden, ou Martin Scorsese qui avait reçu des menaces de mort. Enfin bref, il y a deux compréhensions différentes de la religion entre une petite frontière. Ouais, ça a l'air très sympathique. Moi, je veux pas m'emballer parce que je pense pas qu'American Jesus, la BD, soit particulièrement une lecture exceptionnelle, et je vois pas trop ce qu'il peut rajouter en fait encore sur ce qu'il a déjà dit. Ça me fait penser un petit peu à Good Omens, qui aurait été écrit au sérieux en fait, parce que Good Omens c'est le même principe. Les images sont jolies. C'est vrai que le désert mexicain évoque un petit peu le côté la Judée, Bethléem, tout ça.
Donc ça a l'air de faire des belles images en tout cas. J'aurais pu me passer de Personal Jesus en bande son. Oui, sur le trailer, c'était pas. Oui. Mais bon, après c'est Netflix. Hein. Ouais. À voir. Très honnêtement, je sais pas où ça va parce que moi j'ai tout lu d'American Jesus et j'ai même du mal à voir comment il pourrait tenir plusieurs saisons avec ça. Donc il va forcément rajouter. Et ne prenant pas ce qu'il veut rajouter, je vais attendre de voir. Mais je pars pas défaitiste pour autant. Très bien. Trailer surprise du côté de Marvel Studios qui nous fait une nouvelle fournée de petits épisodes pour I Am Groot. Ouais. C'était pas annoncé, ça a été annoncé, ça a débarqué comme ça par surprise. Moi, j'avais pas souvenir ils avaient jamais annoncé qu'il y aurait 2 saisons forcément. Pour moi, c'était une petite série de shorts. Mais en même temps, ça doit pas coûter bien cher à produire. Non, ça fait passer le temps, ça occupe les gamins pendant une après-midi, et encore. Pendant 10 minutes. Donc là, c'est 5 nouveaux courts-métrages, comme la première saison. Donc de 3 minutes et quelques sans les génériques. C'est ça, avec donc bébé Groot qui explore différents environnements. Il y a eu un trailer effectivement donc qui reprend exactement la même patte graphique. C'est vraiment le générique de Guardians of the Galaxy volume 2, volume 2, où les épisodes où Groot cherche l'œil de machin. Donc oui, moi j'ai pas vu la première saison. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept de ces courts-métrages. Mais toutes celles et ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était pas du tout mémorable et que tu l'as oublié au bout d'une demi-heure, une fois que tu l'as vu en entier, quoi. Ce que je trouve dommage parce que je crois vraiment que l'inspiration derrière tout ça, en fait, c'est les courts-métrages qui ont été faits sur Maggie Simpson par rapport aux Simpsons. Du coup, en fait, t'en as un qui est sur Disney+, d'ailleurs, je crois, où en fait, c'est Maggie qui est laissée à la garderie et qui fait n'importe quoi. Ouais. Voilà, qui a une petite aventure vraiment façon les Razmoquettes. Et vraiment, c'était un travail d'animation en 2D qui était génial, qui variait complètement du form factor classique des Simpsons. Et moi, pour le coup, j'adorais ces machins-là. Je pense que l'idée, ça a dû être ça, tu vois, c'est tu laisses le petit bébé trop mignon dans un truc où il fait un peu des conneries. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait été plus intéressant de pas le faire avec l'imagerie 3D des gardiens. Je pense. Donc voilà. C'est mon avis. Ça arrive le 6 septembre. Pourquoi pas, effectivement, ça vous fera pas beaucoup de temps dans votre journée. Et on n'en fera pas de podcast dessus, hein, vous en doutez bien. Oui, là, il n'y a pas forcément 40 000 trucs à dire. Non. On l'abordera peut-être juste dans un front page au pire, comme ça tu regarderas tout d'un coup, ça te prendra un quart d'heure et puis voilà, ça sera fait. Ensuite, dernière annonce du côté de la série télé, c'est une bonne nouvelle pour The Franchise ou The Franchise, je sais pas comment ça se dira, la série HBO qui nous emmène aux côtés d'une équipe embarquée justement dans la création d'un film de super-héros dans une franchise d'univers partagé qui a du mal à vivre. Donc avec notamment Aya Cash au casting. C'est showrunné par le mec de VIP. Enfin voilà, il y a des talents de VIP et de Succession qui sont au travail dessus. HBO avait demandé un pilote, ils ont validé le pilote. Bien entendu, ça ne pourra entrer en production effective qu'après que les grèves des scénaristes et des acteurs-actrices soient terminées. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment quand ça pourra sortir. Mais moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'avec tout le bordel qu'il y a encore à l'heure actuelle, on va y revenir, chez DC et aussi quand même pas mal de bordel qu'il y a depuis maintenant quelques années chez Marvel Studios, en vrai, ils ont tellement tous les matos déjà disponibles à l'écriture, quoi. Il y a même déjà des vannes sur la Snyder Cut dans Succession. Ah ouais? À un moment donné, en fait, ils possèdent un conglomérat de cinéma aussi parce que c'est un groupe multispécialiste. Et à un moment donné, ils font la vanne parce qu'ils veulent pas que leur groupe se fasse racheter par un milliardaire suédois. Ils font la vanne en mode genre, ouais, mais tu sais, en ce moment, Hollywood, c'est compliqué parce que là, le film, on n'arrête pas d'envoyer de l'argent, mais il va falloir tout retourner. Là, je sais pas si t'as vu la cut originale, elle fait 4 heures et tout. Enfin, vraiment, il y a des D'accord, t'es obligé de voir. D'ailleurs, pareil, dans Barbie, il y a une super vanne sur la Snyder Cut. Donc, je pense qu'ils ont très conscience chez Warner, etc., chez HBO, du bordel que ça a été de tenir le DCU pendant 10 ans avec tout ce que ça suscite. C'est encore un peu vivant aujourd'hui. T'as encore le cadavre qui bouge, qui dit, je suis encore là. Non, mais il est pas achevé, hein. Fous-moi la paix. Donc ouais, alors moi je suis très content parce que c'est une bonne équipe créative. J'ai beaucoup aimé la série VIP, série sur la vice-présidente des États-Unis avec Julia Louis-Dreyfus, voilà, qui est devenue entre-temps la baronesse machin, et avec Aya Cash, dont je suis personnellement très amoureux depuis You're the Worst. Pareil, super sitcom, extrêmement corrosif. Ça va te plaire, Arnaud, il faut que tu regardes ça. Et en plus, il y a des galipettes assez régulièrement, donc tu es la démographie concernée. Je me fais caricaturer quand même. Mais tu rigoles ou quoi? Les gens savent, Arnaud, c'est fini, voilà. Mais du coup, ouais, Aya Cash qui avait joué une super Stormfront dans The Boys, qui est une super actrice en général, qui avait un tout petit rôle dans le loup de Wall Street. Pietro Keane, avec une grande gueule, géniale, enfin, vraiment super, super cool. J'ai grand hâte, j'espère qu'il y aura un faux Zack Snyder. J'espère qu'il y aura un faux Joss Whedon. Oui, c'est clair. Un faux Kevin Feige aussi. Un faux Kevin Feige, tout.
Ouais, j'espère qu'il y aura c'est la concurrence qui va jouer à plein. Mais oui, non, mais il y aura trop de un auteur de comics qui touchera que 5000 balles. Enfin, bref. Ouais. Ça va être très drôle, très acide, j'espère aussi, parce que c'est quand même un milieu assez cruel, mais j'espère qu'ils mettront, j'espère qu'ils diront les termes surtout, ouais. Et que ça mettra aussi, que ça permettra peut-être de faire évoluer aussi les mentalités sur la perception de ce secteur d'un point de vue public. Et justement, dans la partie cinéma qu'on aborde maintenant, bah, la grève des scénaristes et des acteurs, ça continue et il y a pas, a priori, il y a pas d'entente possible. Alors, t'as Bob, le fameux Bob, qui essaie de venir au créneau publiquement en disant, mais si, on est attaché et tout ça. À l'heure, on enregistre ce podcast. Il y a une réunion qui aura cours aujourd'hui, là, donc le vendredi 11 août. D'ailleurs, je crois que je vais l'uploader juste après. Donc, à l'heure où vous écoutez, si vous écoutez le 11 au soir, bah, il y aura la réunion certainement qui sont en train de prendre part entre eux, donc les représentants de la Writers Guild of America et de la MPTP, donc l'Association Motion Pictures Producteurs machin là, tu vois, voilà. Donc les gros pleins de sous face à ceux qui écrivent les séries qui rapportent justement ce gros plein de sous. Et vers une sortie de crise, tu crois ou pas? Parce que il y a de plus en plus de projets qui sont décalés. Il y a des séries comme Echo qui disparaissent du calendrier Disney+, parce qu'en fait elles sont liées à Daredevil, Born Again qui elle aussi est en pause et donc va prendre du retard. Deadpool 3 qui a été arrêté en plein début de production, donc qui prend forcément du retard et qui pourra certainement pas sortir en mai 2024, parce que même si le travail reprend demain, il y a quand même déjà eu bientôt 3 mois de grève. Donc ça fait, on va dire, si on reporte de façon très bête les choses comme ça, 3 mois de retard pour tout. Non, plus que ça, parce qu'après. Mais plus, oui, non, mais plus parce que voilà, faut redéplacer les plateaux loués, les personnes qui étaient. Et en plus, sur un embouteillage en sortie de tournage pour tous les mecs qui veulent aller en post-prod et qui vont aller louer le même labo et tout. Bah, comme pour le Covid, hein, en fait, c'était exactement ça. Ouais. Est-ce que je vois une sortie de crise? Non. Mais probablement, là, je vais dire des phrases qui vont très mal vieillir si effectivement ça se résout dans la journée. À mon sens, tu peux pas résoudre la crise. Enfin, ce qui peut aider là, c'est qu'ils ont eu leurs appels aux actionnaires, le quarterly earnings call, et que donc les actionnaires disent il faut quand même bouger parce que là on perd de l'argent, etc. Enfin, que David Zaslav dit qu'ils économisent de l'argent en ne tournant pas parce que lui, en fait, dans un monde idéal, s'il pouvait ne rien tourner, en fait, et juste vendre tous ses personnages après une vidéo. Enfin, ouais, c'est ça, c'est que lui, il est vraiment, il se fait, je vais racheter un studio et on va rien tourner. Mais t'es con, David. Voilà, donc lui de base, il a dit qu'on a économisé 100 millions depuis le début de la grève. Surtout que c'est rien du tout par rapport à 30 milliards de dettes. C'est ça, c'est parce que mécaniquement, tu n'as payé personne parce que tout le monde est en grève, mais tu te rends bien compte qu'il va falloir les payer plus tard quand les tournages vont reprendre et que là, enfin bref, c'est un imbécile, ce garçon. Mais du coup, voilà, peut-être qu'effectivement, maintenant que les actionnaires vont réagir, alors je sais pas comment est-ce qu'ils réagissent, très honnêtement. J'ai pas du tout regardé, moi, les bilans des présentations actionnariales parce que c'est du langage qui est assez odieux à lire, surtout qu'en plus quand tu vois les demandes des actionnaires parfois c'est un peu t'as envie de te pendre. Mais donc là voilà, peut-être que ça va débloquer un truc, pousser dans un sens ou pas, mais je répéter à chaque fois le monologue est le même en fait. C'est quand Bob Iger il avait parlé le mois dernier du problème avec les revendications des scénaristes qui disaient c'est pas réaliste ce qu'ils demandent parce qu'on est en situation de crise. Ils sont toujours en situation de crise. Là, la crise n'est pas du tout terminée. La crise ne fait même que commencer, en fait, puisque le streaming, comme on l'a dit, la bulle a éclaté. Et maintenant, on va revenir à un truc plus sain. Mais d'abord, il y aura les annulations, il y aura les licenciements, il y aura tous ces machins-là. Même c'est pareil pour Warner Bros. La Warner Bros a gagné beaucoup d'argent avec Barbie. Tant mieux pour eux. Ils en ont perdu beaucoup avec Black Adam, avec Shazam Fury of the Gods et avec The Flash. C'était genre 100 millions, 200 millions. Donc à un moment donné, tu vois, même si tu gagnes 400 millions avec Barbie, ta courbe des pertes et profits, elle est quand même ce qu'elle est. Ils ont encore 46 milliards de dettes à éponger pour rembourser le prêt bancaire qui leur a permis d'acheter Warner Bros. Les dettes, ça a des intérêts. Enfin, tu vois, c'est tous ces machins-là, ça fait que on sortira de la crise quand ils auront dégraissé suffisamment pour, en fait, revenir à un statut boursier qui sera sain. C'est comme, tu vois, là, je lisais une super interview d'une nana, une économiste qui disait quand même se rendre compte que quand Netflix est arrivé en Europe et tout, l'action, elle valait $700. C'est-à-dire, c'était pas très loin de Apple et tout. Alors que Netflix, c'est quoi? C'est une boîte de prod. Il y a aucun studio qui est valorisé à $700. Même Disney, dans leurs meilleurs jours, ils étaient à $200, $300. La tech, c'est très haut parce que c'est énorme, c'est colossal. Mais la culture, c'est jamais à ces niveaux-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, il y a eu une sorte de frénésie sur le streaming. Tout le monde s'est dit, c'est le futur. Des groupes comme Apple et tout se sont dit, on va pouvoir lier ça à nos services de musique et fidéliser le consommateur avec une boîte, un appareil qui fait tout, qui fait les séries, qui fait les films, qui fait... Et en fait, non, juste tout le monde a la même idée en même temps, donc tout le monde se rue sur le marché en même temps, tout le monde propose des carottes
sur un même marché, t'as un mec qui se dit, mais les gens, ils aiment bien les carottes. Moi, j'ai l'idée, je vais vendre des carottes. Ouais, mais du coup, si t'as 40 stands de carottes, mécaniquement, t'en vends moins que si t'étais tout seul. Et du coup, tout le monde achète des carottes et du coup, tu te retrouves avec un stock de carottes sur les bras qui t'a coûté de l'argent. Là, c'est exactement la même chose. Ils ont payé beaucoup de séries et de films qui maintenant il faut entretenir parce qu'il y a les accords de branche qui font que dès qu'un film va être regardé, alors c'est pour ça que Netflix triche avec ces trucs-là. Dès qu'un film va être regardé, il faut payer des royalties à l'équipe créative qui l'a fait et aux acteurs, aux actrices en arriéré, etc. Voilà, c'est ce que disait Bob Iger. Je pense qu'il le pensait vraiment à l'époque quand il dit c'est pas réaliste parce que jamais de la vie nos actionnaires vont accepter que au moment où on doit faire des économies pour éponger toutes ces pertes, on devrait commencer à partager le pognon avec les salariés, avec les artistes. Ça va pas du tout. Enfin, c'est l'inverse qu'il faut faire. Fallait y réfléchir avant. C'est nous ce qu'on a envie de faire, c'est enlever de la masse salariale. C'est pour ça que moi j'arrive, Bob Iger, je fais une charrette de licenciement de 7000 personnes. C'est ça l'objectif en fait. Et c'est pareil chez Netflix. Si les séries, c'est pas une légende, les séries Netflix qui se font annuler au bout d'une saison. Pourquoi? Parce que maintenant ils ont besoin de faire d'énormes cartons. Ils ont besoin en fait, ils ont des graphiques chez eux où il y a écrit telle série va fidéliser. Donc c'est intéressant de l'entretenir. Telle série va occuper une case, tel film va occuper une case. Et il faut après qu'on choisisse qu'est-ce qui va être rentable pour nous. Une série qui est bonne, mais qui fait pas au chiffre près l'objectif de rentabilité. Mais rappelez-vous The Sandman. Ils l'ont dit, ça a été un des plus gros succès du mois où c'est sorti. C'était même le plus gros succès du mois où c'est sorti. Et en plus, ils ont bien joué leur coup en gardant un épisode qui fait que la série, du coup, a encore un truc qui claque dans la durée. Mais rappelle-toi que Neil Gaiman avait dit, mais là, ça leur a coûté tellement cher que il faut vraiment qu'ils pètent le plafond des audiences. Donc tout ça, en fait, ça fait qu'à mon sens, et c'est très pessimiste de ma part, mais quand t'es une boîte comme OpenAI, que tu tapes à la porte de Warner Bros ou de Netflix, ou même que tu dis dans la presse, écoutez, moi j'ai inventé une technologie, elle est géniale, elle permet d'avoir des idées sur commande. T'appuies sur un bouton, génère-moi un script, et du coup, t'as plus besoin de payer un scénariste qui va du coup, lui, prendre une propriété intellectuelle à terme ou une royalties à terme. Alors que là, tu peux juste avoir ton idée. Alors certes, c'est pas aussi bien que si un humain l'avait faite, mais on s'en fout. T'as déjà la base de l'idée. Donc après, tu vas engager un scénariste qui va être sous contrat et ce sera pas le créateur. Il va être là pour booster un peu l'idée que t'as donné ton logiciel. Et tu vois, quand un mec il annonce ça et que justement t'es en situation de crise à Hollywood, mais c'est comme tu vois si nous par exemple il y a je sais pas OpenAI qui nous dit voilà j'ai trouvé une super machine, t'as plus besoin de micro pour enregistrer tes podcasts, tu poses ton téléphone au milieu de la pièce et ça te fait une qualité de son incroyable. Nous on l'achète évidemment parce qu'on va économiser du temps, économiser du matos, il y aura plus les câbles qui vont grésiller et à long terme c'est un super investissement, tu vois. Et les studios ils pensent pareil, ils s'en foutent de l'humanité qui va au bout de ça ou même de l'artistique. C'est des boîtes. Enfin Marvel Studios, c'est pas une boîte saine à plein de niveaux. On a eu des exemples. Parce que je veux pas passer pour le gauchiste caricatural qui dit les corporations sont méchantes. Tu peux avoir un fonctionnement humain au sein de ta corporation. Enfin, ça devrait me mettre la règle. Mais Marvel Studios, on a eu des exemples. Ils payent très mal les artistes. Ils sont odieux avec les effets spéciaux. Les réals au lance-pierre, etc. Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui ont travaillé avec Marvel Studios, ils ont pas gardé une très bonne expérience de ça. En tout cas, disons, je sais pas si c'est la plupart, parce qu'on n'a pas de chiffres non plus là-dessus, mais il y a des témoignages. Et ils ont été de plus en plus nombreux. Donc, il y a quand même des problèmes. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour suffisamment de personnes pour que ça en fasse quand même des gros titres, de gros journaux et de plus en plus régulièrement. Et puis, il y a un comportement mesquin. Je veux dire, quand Kevin Feige, il fait candidater ses films au titre de meilleurs effets spéciaux, dont Thor Love and Thunder, dont on sait que ça a été un tollé au niveau d'artistes d'FX qui disaient, non, mais là, comment tu veux qu'on rende un résultat correct, etc. Donc, il y a aussi un côté sale gamin, tu vois, qui vraiment, genre, on s'en fout, on fait du pognon et on vous emmerde. Et vraiment, c'est ça, à mon avis. Je pense que c'est très clair. Et en plus, si après on rentre dans les détails de ce que fait Disney à plein d'autres niveaux, Disney, c'est vraiment, pour moi, c'est comme Marvel, c'est triste, je veux pas avoir l'air des avoir pris pour cible, mais quand on fait une liste objective et formelle de toutes les critiques qui ont été adressées à la compagnie depuis 5 ans, c'est très triste. Et ce qui est horrible, c'est qu'en plus, c'est eux qui sont responsables de tout ça. C'est eux qui ont dit, viens, on fait Disney+, viens, on met 200 millions par série Marvel, 200 millions par série Star Wars, alors qu'on n'a aucun espoir de rentabiliser tout ça. Et après, du coup, quand les actionnaires s'aperçoivent que ça leur a coûté tant et que du coup, ça n'a pas ramené ce que ça devait ramener, ils dégagent Bob Chapek, ils ramènent Bob Iger et ils font, bon, maintenant, on arrête les conneries, tu me vires tout le monde. Et t'es en mode, mais c'est le président qui a pris ces décisions-là, qui a causé les pertes. On devrait plutôt dire au président, non, tu vas travailler 2 ans pour 0 € parce que c'est ta connerie, en fait. Parce que lui, il est quand même payé 25 millions, tu vois. Donc, à un moment donné, je vois mal comment il pourrait d'un coup se dire, ok, d'accord. Pardon, les gars, c'est nous.
On a des milliards de pertes à cause de nous, en fait, à cause de nos décisions de merde qu'on a faites parce qu'on croyait que c'était là qu'il fallait aller, on avait tort. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va partager le pognon avec vous, et par un système magique de politique keynésienne, les gens vont retourner au cinéma, les gens vont accepter de payer plus cher pour les plateformes de streaming, arrêter de partager les mots de passe, et du coup, tout le monde va être très content. Je crois pas une seconde. Vivement le retour du piratage. Enfin, moi, je l'ai pas quitté. Non, mais moi non plus, mais je veux dire que vivement que qu'ils se rendent compte et qu'ils arrêtent leur connerie, quoi. Ouais. Par contre, le seul truc peut-être sympa à en retirer, c'est que justement, tu parlais des artistes des effets spéciaux qui ont voté pour la création d'un syndicat, ce qui est un fait historique dans cette industrie. Alors, à tempérer, parce que c'est une 50aine de salariés, encore une fois, chez Marvel Studios. Comme quoi, c'est voilà. Je vous conseille du coup l'interview de Stuart Bullen que Arnaud a réalisé pour comicsblog.fr et pas pour First Print d'ailleurs, non. Bah, je l'ai uploadé en audio sur First Print quand même, quoi, okay. Histoire de. Voilà, que j'ai traduite du coup dans la foulée. Ça a été d'ailleurs un challenge parce que moi je connais le monde de l'animation, je regarde des vidéos, etc. Mais je suis pas du tout un glossaire vivant. Donc j'ai pu apprendre plein de termes techniques et justement dedans il explique que son travail à lui. Parce que quand on pense aux effets spéciaux, on imagine un mec chez lui ou en studio avec un détourage de fond vert et des images à incruster. Mais il y a aussi une partie du travail qui se fait en plateau. C'est ce qu'explique Belen, qui justement lui est superviseur, donc il fait la liaison entre le plateau, le studio, le commanditaire, etc. Et donc sur le plateau, vous allez avoir des caméras qui vont être là pour capter les fonds verts et l'incrustation de l'image. Voilà, vous avez plusieurs sets de caméras et tout. Il y a les data wranglers qui vont être les mecs qui vont collecter ça. Vous avez les images de référence qui vont être installées par une partie de l'équipe. Tu as la fameuse boule de tennis. Vous avez en fait du personnel, voilà, pour être plus simple, qui travaillent aux effets spéciaux sur les plateaux de tournage. C'est partie de l'équipe de tournage. Et ben ces gens-là, en tout cas sur un tournage qui est resté anonyme, c'est probablement Daredevil Born Again, j'imagine, mais enfin remarque, donc une 50aine pour Born Again, ça me paraît beaucoup. Bah, sur un tournage Marvel, peu importe, une 50aine d'employés qui étaient Captain America Brand New Day là. Ah peut-être, ouais. Bah, ceci dit, Deadpool 3, c'est aussi un tournage Marvel Studios maintenant, mais bref. Ouais, mais ça venait à peine de démarrer, donc je sais pas s'il y avait. Enfin, ouais, je sais pas. Donc une 50aine de personnels effets spéciaux de tournage ont décidé de se syndiquer parce que effectivement il y a une fièvre générale du syndicalisme parce que en fait déjà c'est agréable de voir des salariés s'organiser pour lutter pour leurs conditions de travail. Enfin je sais qu'il y en a que ça énerve. On a reçu des commentaires très agréables d'ailleurs sur le sujet sur le site. Ah bon? Oui, tu sais, quand j'avais fait mon article sur le fait que les IA que les mecs voulaient utiliser les IA pour créer des figurants virtuels et détruire un corps de métier tout entier, le mec qui m'a dit c'est une super idée, il faudrait faire ça, franchement, ça serait des bonnes économies, ça sert à rien ce métier, etc. Bref, c'est un mec qui après du coup a été shadowban, mais peu importe, okay. Pas par moi, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, c'est à tempérer parce qu'évidemment c'est historique, effectivement, le monde des effets spéciaux n'est pas syndiqué. C'est un truc qu'on a déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est pas pour rien si justement maintenant tout passe par les effets spéciaux parce qu'en fait c'est un métier qui n'est pas syndiqué, donc il n'a pas des accords de branche comme les scénaristes, les acteurs, etc. Donc en fait, il n'y a pas de limite de temps de travail. Rappelez-vous quand on parlait de Spider-Verse, bon, ça c'est l'animation, c'est encore un autre secteur, mais sur Spider-Verse, les mecs qui disaient je fais des semaines de 70 heures. Ou alors je fais 5 journées de 10 heures. Voilà, d'affilée, c'est comme ça, et parce qu'on n'a pas de protection juridique. Il n'y a pas d'accord syndical qui est fait à ce niveau-là. C'est pareil pour les mecs des FX. Souvent, en plus, c'est même sous-traité maintenant de plus en plus dans des pays pauvres où, en fait, le travail est fait par des petites mains qui coûtent beaucoup moins cher. Hein. On arrive déjà à délocaliser la main-d'œuvre de ce point de vue-là. Donc, c'est effectivement un salariat qui a été très mal défendu, alors qu'il est devenu de plus en plus important, de plus en plus essentiel. Et quand on regarde aussi les profils qui ont été faits de Victoria Alonso, quand on écoute ce qui a été fait sur Ant-Man and the Wasp Quantumania, on réalise de tous les abus en fait qui peuvent avoir lieu dans un monde où en fait il n'y a pas de filet de sécurité, parce qu'aux États-Unis il n'y a pas de code du travail, hein. Enfin des accords salariés, notamment le code du travail. Il y a effectivement quelques protections juridiques, mais elles sont très légères. Les États-Unis c'est un pays libéral, ils considèrent que l'économie c'est pas l'affaire de l'État, en tout cas pas à ce niveau-là, et que c'est aux boîtes de s'arranger avec le personnel. Pour ça aux États-Unis, tu vois, c'est la gig économie. Ça c'est grosso modo, on t'engage pour une mission qui va durer 9 à 10 mois pour travailler sur un film. Après, voilà, va là-bas, il y a Pôle emploi et tu te démerdes. Et puis tu peux te virer comme ça, tu vois. Donc c'est aussi ce qu'expliquaient les mecs sur Spider-Verse, c'est que s'ils protestaient contre Phil Lord, ils avaient pas du tout l'assurance d'être encore là pour travailler le lendemain. Donc là, c'est pareil. On pourrait se dire que c'est une bonne chose parce que déjà, ça va peut-être faire tache d'huile, que ça va peut-être un petit peu comme chez Warner Bros, chez Cartoon Network, où les producteurs d'animation veulent se syndiquer. C'est-à-dire que c'est pas les animateurs, en fait, c'est les mecs qui sont dans les bureaux. C'est les mecs, en fait, qui sont les interlocuteurs directs
des commanditaires, des studios, des financiers et tout, qui eux font un travail en fait. C'est eux qui vont aller recruter les animateurs, qui vont superviser, qui vont réaliser parfois. Genre c'est comme ce que disait Bruce Timm, où il disait que même s'il est pas réel sur les films qu'il produit chez Warner Bros, ça reste le réel en fait, parce que les limites sont beaucoup plus floues que quand t'es dans une vraie production avec en image réelle, avec un mec dans un fauteuil qui dit action, etc. Donc il y a effectivement une effervescence par rapport au fait de se syndiquer pour aller taper la gueule aux financiers. Ce qui pour moi est une très bonne chose. C'est un peu tard, à mon sens, pour le faire, mais ça montre que l'action de la WGA et pardon, de la SAG-AFTRA fait des émules, et que Marvel Studios peut pas juste s'en sortir toute sa vie à dire c'est comme ça et puis c'est tout. Surtout que là, en plus, c'est le bon moment parce que les films rapportent un peu moins d'argent. J'ai l'impression que Secret Invasion, tout le monde s'en est battu les couilles, et limite ce qu'on va retenir de la série, c'est plus qu'elle a fait un générique en IA et qu'elle a été la première à briser le vase de Soissons de ce point de vue-là. Ce qui est encore une fois un truc qu'on peut tout à fait lui reprocher et qui montre bien que cette boîte n'est pas dirigée par des humains compatissants et bienveillants. Donc à voir. Moi alors ils veulent se rattacher au syndicat IATSE. C'est le nom est trop rigolo, IATSE, je trouve ça trop marrant. Qui est un syndicat qui représente les chefs machinistes, les mécanos, les régisseurs dans le théâtre vivant, les concerts et la télévision. Donc effectivement, c'est logique parce que eux, c'est des techniciens de plateau. Donc ça peut effectivement tout à fait matcher. Si jamais ça devait se concrétiser, si Marvel acceptait de ne pas les poursuivre en justice pour ça, on peut très bien imaginer que dans 4 ou 5 ans, ce soit beaucoup plus commun pour des artistes de FX, enfin des techniciens de FX, de se syndiquer. Ouais. Et d'une manière générale, il faut, quand dans un pays où il n'y a pas écrit sur un code du travail, ne fais pas ça s'il te plaît, ou 35 heures par semaine maximum, il faut se syndiquer. Ouais, c'est clair. Ça. Affaire à suivre, de toute façon, on y reviendra forcément dans les prochains front page puisque c'est du sujet bouillant. Et on termine avec la fameuse Gal Gadot, notre préférée, qui déclare en interview avec James et Peter, on s'est parlé et on va développer ensemble Wonder Woman 3. Ce qui est assez curieux puisque donc à la fin de l'année dernière, on avait appris que Wonder Woman 3 n'était plus en développement, du moins le projet de Patty Jenkins, qui effectivement laisse la porte ouverte à un autre Wonder Woman 3 qui pourrait s'articuler dans le DCU de James Gunn, ou plutôt juste poursuivre la trilogie en Elseworld, juste histoire de conclure la chose. Sauf que ça c'est ouais, je sais, c'est Marvel. Sauf que Variety est revenu 3 jours après les premières déclarations, et alors que Gal Gadot continuait dans différentes interviews qui avaient été enregistrées juste avant la grève des actrices, à dire oui, effectivement, c'est vu, et ils m'ont dit il y a pas de souci, tu verras Wonder Woman, ça va arriver, tu n'as pas à t'en faire. Sauf que donc Variety qui dit alors il y a pas de Wonder Woman 3 en développement, il y a rien qui a été promis à Gal Gadot pour un Wonder Woman 3, aussi il y a aucune promesse qui lui a été faite, il y a eu aucune discussion sur le fait qu'elle allait reprendre le rôle dans le futur. Donc en définitive, c'est toujours le bordel chez DC, et en vrai, moi j'aimerais pas je pense que James Gunn, il doit être saoulé de ouf que tout le monde, parce qu'en fait du coup là, il est vraiment à un poste où il doit essayer de faire à la fois de mener son propre univers et en même temps essayer de froisser personne sur tous les gens qui étaient là auparavant, parce qu'en fait il y a tellement de gens frustrés par rapport au fait qu'il y a plein de plans qui ont jamais été conduits jusqu'au bout. Donc le Zack Snyderverse, si on veut, post Justice League, mais David Ayer qui continue de dire ouais mon Ayer cut, va de l'avant frérot. C'est qu'il a dit qu'il avait parlé de James Gunn lui avait dit non, c'est pas le moment, mais t'inquiète pas, un jour peut-être. Ouais, c'est ça. Et du coup t'as plein de gens qui disent ah ouais, c'est bon, ça va finir par venir. T'as des confrères. On a eu le descriptif du scénario comme pour la Snyder cut, mais ça a l'air éclaté au sol. Mais au-delà de ça, c'est juste que toi en tant qu'artiste, mais va de l'avant. Je veux dire, ton film a été victime d'une gestion de merde et tout ça, mais et de toute façon, en plus, les 3/4 des gens sont quand même d'accord pour dire que Jared Leto en Joker c'était naze, et donc personne n'a envie de voir un film où il est encore plus présent. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est peut-être l'un des pires films de DC. Non, mais le fait c'est que son montage effectivement n'est pas son montage, vu que c'est le montage de la boîte qui a fait le trailer. On avait eu la conduite de prod du truc, et en fait, dès la moitié du tournage, Warner Bros avait déjà donné des directives. Il a pas fait le film qu'il voulait faire, c'est tout. Ça arrive, oui, non, donc va faire autre chose, quoi. Voilà, va faire autre chose. En plus, il faisait des films pour pas cher. Ce mec-là, il peut facilement trouver du boulot ailleurs, je pense. Mais donc voilà, Gunn, il doit en avoir vraiment plein le cul, que tout le monde soit en train de lui faire des doléances pas possibles à tenir et tout ça. Que du coup, que tous les médias ou scoopers et tout soient vraiment sur le
à prendre n'importe quelle déclaration, à l'extrapoler pour en faire une fausse actualité et tout ça, ça doit pas être possible, que lui, il a pas le temps d'aller débunker toutes ces conneries. Mais là, sur le coup, quand c'est en plus l'actrice qui vient dire, ouais, si on s'est parlé, ça va se faire, et que là, il a même pas réagi, tu te dis vraiment... Je pense qu'il y a eu un échange de coups de téléphone avec Variety en mode, les gars, c'est pas vrai. Parce que c'est les sources de Variety qui... C'est les insiders, machin. Je ouais. pense que chez DC Studios, il y a dû avoir un mec soit qui a reçu un coup de téléphone, soit qui a passé un coup de téléphone pour pas que James Gunn soit obligé d'humilier Gal Gadot en public, parce que ouais, il y a moyen. franchement, la phrase en plus, genre, t'inquiète pas, t'es en de très bonnes mains, on va faire Wonder Woman 3, mais de quel droit est-ce qu'elle invente un truc pareil, quoi? Bah, je sais pas si elle l'invente, si elle l'a mal compris, ou je sais pas, ou si ils lui ont juste dit, t'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains, sans toi. Oui, peut-être, oui. C'est en fait, probablement ce qui a dû être dit, en fait. Ça se trouve, elle a juste... Il y a aucun plan pour Wonder Woman dans l'immédiat. Bah, il y a Paradise Lost, tu sais, la série HBO Max, là. Ouais, mais ça, c'est sur les origines, non? Oui, c'est sur Themyscira, mais bon. Et puis c'est très loin dans le temps, ouais. ça. Je veux dire, James Gunn, là, actuellement, il caste Superman Legacy, il peut pas être partout non plus. Moi, honnêtement, je suis soulagé. Parce que... Bah, Kal-El-No, quoi. Je vais pas encore répéter tout l'amour que je porte à Gal Gadot, qui est une actrice physique, au sens où elle fait des films d'action, voilà, etc. Tant mieux pour elle si ça marche, tant mieux pour elle, voilà, si elle peut être la nouvelle Angelina Jolie qui pète des gueules dans le cinéma américain, je suis très content, et pas de souci, il en faut pour tout le monde. C'était une très mauvaise Wonder Woman, voilà. Le premier film était pas inintéressant, il y avait des trucs qui étaient peut-être un peu à sauver, mais le deuxième, et Patty Jenkins, c'est une réalisatrice qui a fait une John Watts, qui s'est complètement perdue à devenir la soldatesque des studios à la commande. Très, très honnêtement, moi, je suis très heureux qu'elle s'en aille. Et je pense que Wonder Woman mérite mieux. Je pense que James Gunn en a très bien conscience. Et qu'en fait, il faut juste accepter, aller de l'avant. Elle a quand même eu droit à 2 retours, elle, hein, à 2 petits clins d'œil en mode dans Shazam Fury of the Gods et dans The Flash. Je pense que c'est bon. On lui a fait le tapis rouge qu'il fallait pour sortir avec dignité. Foutez-nous la paix maintenant. Faites des bons films avec des bonnes actrices et arrêtez avec... Tu vois ce que j'ai, le cadavre il bouge encore. T'as envie de dire, mais les gars, stop, vous avez pas compris, c'est un reboot. Tout ce que Gunn il va garder, c'est ses personnages. À le triturer avec un bout de bâton, genre, mais laissez-le aller l'enterrer et arrêtez, quoi. Les seuls trucs qui vont survivre, c'est The Suicide Squad et Peacemaker. Et c'est tout, parce que c'est à James Gunn. Tout ce qu'il y a eu avant, c'est nul et non avenu. Et même Blue Beetle, il dit qu'il va le garder pour plus tard. J'y crois pas. Moi, je me demande quand même, non, parce que je pense que c'est pour pas tuer le film avant, bien sûr. Voilà, c'est pour dire genre, ouais, si, quand même, c'est un peu canonique. C'est pour que les gens aillent le voir, hein, c'est tout. un projet de Walter Hamada qui devait même pas sortir au cinéma au départ, qui a l'air fauchax comme les blés, honnêtement. Tout le monde pour lequel Warner en France fait même pas de projection presse, quoi. C'est dire, c'est rarissime. Moi, de mémoire, ça s'est jamais arrivé. Il fera 150 millions vraiment avec du bol, à mon avis, peut-être un peu moins. Voilà, enfin, maintenant, il faut tourner cette putain de page. Faites Creature Commandos, faites Superman Legacy, trouvez-moi une Wonder Woman mieux. Et Gal Gadot, elle a une carrière devant elle, il y a pas de souci, elle a ses propres productions en plus. C'est trop bizarre de voir tous ces gens qui s'accrochent. Mais à quoi bon, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment si essentiel pour elle de jouer Wonder Woman? Elle l'a joué dans combien? 5 films? Bah, elle doit être contente, bon, quoi. Oui, bah, elle kiffe le rôle, c'est normal, ça reste quand même, ça se voit pas, hein. C'est une icône de la pop culture absolument, que tu peux pas ignorer. Mais oui, effectivement, c'est vrai que, mis à part le fait qu'elle ait fait ses films, est-ce qu'elle en joue comme Ryan Reynolds vis-à-vis de Deadpool, tu vois? Pas tant que ça, non, effectivement. Puis il y a d'autres franchises à trouver pour elle. Elle est dans la bonne vibe pour devenir comme Charlize Theron. Bah, les bankable, de toute façon, voilà, ça, c'est pas un souci, quand même. C'est ce côté, voilà, la nana quarantenaire qui botte des culs, ça peut être super cool à Hollywood. Il y a des films Netflix qui sont faits pour ça. Elle peut avoir sa franchise John Wick-like au féminin, ça peut être très sympathique, y a pas de souci. Mais maintenant, Wonder Woman, c'est même, quand est-ce qu'elle avait signé? En 2014? C'était il y a quasiment 10 ans. Faut tourner cette page. Faites comme Ben Affleck, il a compris très tôt, lui. Le meilleur d'entre nous, ouais. Le meilleur d'entre nous. Donc voilà, le DCEU ne sera jamais mort tant qu'il y aura Twitter. C'est ça. Très bien, on en a terminé pour ce podcast. On a déjà fait les laïus sur les partages et tout ça, donc on ne vous le refait pas pour la conclusion. Vous pouvez couper court, sauf si vous voulez vous écouter le générique pour le plaisir. Mais en tout cas, on espère que ça vous plaît toujours, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Ciao. Salut.